down. Tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine, l'Hardiview. Riyad Satouf, bonsoir. D'abord, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est la première fois que je vous reçois dans l'une de mes émissions. C'est comme un premier rendez-vous. Vous buvez quoi? Là, c'est de l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Vous êtes dit quoi dans le taxi? Merde, je vais devoir dire à quel âge je me suis fait violer par un imam en Syrie? Non, pas du tout. Je me suis dit que j'étais très content de venir parce que je vous ai regardé très très souvent à la télé et ça me fait un petit effet, un petit choc d'être avec vous. Ça me fait très plaisir. C'est comme moi le jour où je ferai Drucker. Ah, j'ai déjà fait. Oui, tout le monde l'a fait sauf moi. Alors Riyad, vous êtes l'auteur de nombreuses BD à succès. La vie secrète des jeunes, publiée d'abord dans Charlie Hebdo, Pascal Brutal, Les Cahiers d'Esther et bien sûr L'Arabe du futur. Votre enfance en BD qui vous a valu de nombreux prix et qui s'est vendu pratiquement à 2 millions d'exemplaires. Vous êtes également cinéaste avec Les Beaux Gosses et Jackie au Royaume des filles. BD ou ciné, tout part toujours du dessin. En tout cas, faites gaffe quand même, parce que vous savez que dessinateur aujourd'hui, c'est un métier à risque. Un petit peu comme patron de bistrot à Marseille ou CRS le samedi. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des Alors, Riyad, vous êtes né le 5 mai 1978 d'une mère bretonne et d'un père syrien. C'est lui qui a gagné pour le prénom. Hein. En même temps, Gwenaël Satouf, ça aurait été bizarre. Donc c'est mieux que ça soit Riyad quand même. Alors on vous a prénommé Riyad, mais quand on voit cette photo, vous avez vraiment une tête de petit breton. Hein, quand vous étiez gosse, vous étiez un petit breton. D'ailleurs, vos enfants sont blonds. Oui. Bah oui. Tout à fait. Comme quoi. Alors cette photo a été prise en Libye. Vous avez habité pendant votre jeunesse. Votre père, Abdelrazak, était enseignant, issu d'une famille très pauvre. Il était un brillant élève, il avait obtenu une bourse pour étudier en France. Il a fini quand même par décrocher un doctorat d'histoire à la Sorbonne. Tout à fait, oui. Alors, au Resto U de la Sorbonne, votre père a rencontré votre mère, Clémentine. Oui, en fait, mon père parlait très très mal français. C'est un énorme dragueur. Et donc, il officiait quand même pas mal dans les restos U. Et en fait, il a commencé par draguer la copine de ma mère. Et en fait, il lui a proposé un rendez-vous, mais il parlait très mal. Il dit, ouais, comment tu t'appelles et tout. Elle dit, j'ai pas de nom. Ah, j'ai pas de nom, c'est joli ça comme nom. Et, il dit à ma mère, et toi, comment tu t'appelles? Elle dit, comme elle, c'est joli. et donc, après ça, il lui demande un rendez-vous. Il demande un rendez-vous à la copine de ma mère. Ouais. Et ma mère lui dit non, mais laisse tomber. Puis en fait, il les collait à fond. Elle lui dit d'accord, demain 19h, place de l'Opéra. Et elles se cassent toutes les deux. Et en fait, elle pensait le planter, mais ma mère a eu pitié de lui. Et elle est allée au rendez-vous. Et voilà, je suis là. Et vous êtes là et on est très heureux que vous soyez là. Alors en 1982, alors qu'on propose à votre père d'enseigner à Oxford, il choisit la Libye. Ensuite, vous poserez vos valises en Syrie, près de Homs. Et vous dites, mon père était un nationaliste arabe. Il était pour sortir le monde arabe de la servitude et voulait participer à l'éducation du monde arabe. En fait, c'était un admirateur de Nasser. Il était dans le panarabisme. Il était bassiste d'une certaine façon. Oui. Après, il a été islamiste. Mais au départ, il était laïque bassiste, comme tous ces dictateurs du Moyen-Orient. Et il était fasciné par Saddam Hussein. Oui, c'était sa grande idole, en fait. Parce que déjà, Saddam Hussein était sunnite comme lui. Ouais. Il adorait aussi Hafez el-Assad, mais c'était pas, comme il était alaouite, c'était pas... Ouais. Mais Saddam Hussein, en fait, il pensait avoir un destin comme Saddam Hussein. Saddam Hussein venait d'un petit village misérable, et il s'était enfui. Ensuite, il avait rejoint son oncle qui lui avait appris à lire et à écrire. En fait, des années plus tard, il avait fini par faire un coup d'État. Donc mon père pensait qu'il aurait un destin exactement semblable. Il rêvait de faire des coups d'État.
Mais quand Saddam Hussein a été arrêté, il était très humilié, votre père. Hein. C'est vrai qu'en fait, c'était quelqu'un d'assez brutal aussi. C'est-à-dire, comme Saddam Hussein, qui avait fait progresser l'Irak de manière incroyable. Il avait construit des routes, il avait eu un prix de l'UNESCO pour l'alphabétisation de son pays, mais il exécutait ses opposants à tour de bras. Mon père pensait comme ça. Votre père était d'extrême droite, on peut le dire. Oui, moi je pense qu'on peut vraiment dire qu'il était d'extrême droite. Il admirait pas seulement Saddam Hussein, il adorait Pinochet. Le Pen. Le Pen, il pensait que c'était le plus grand homme politique français. C'était l'homologue de Saddam Hussein. En tous les cas, votre père, il voulait que vous alliez à l'école. Il vous disait, tu vas à l'école parce que l'arabe du futur, lui, il va à l'école, ce qui a donné le titre de vos célèbres bandes dessinées. Alors, vous étudiez le Coran. Mais vous faites semblant de prier, vous n'y croyez pas du tout. Il voulait à la fois que je grandisse dans les mêmes conditions qui avaient été les siennes, c'est-à-dire dans une école de village, avec des enfants très religieux, etc. Et en même temps, il n'exigeait rien de moi en disant « je suis un moderne, tu fais ce que tu veux, etc. Je te force pas ». Enfin, il y avait ces deux choses qui se mélangeaient. Votre mère est blanche, et donc vous êtes un peu le blondinet à l'école, et les mômes se moquent de vous, quoi. Ils sont hyper racistes avec vous. En fait, ce qui se passait, comme vous avez pu le voir sur la photo, c'est pas seulement que j'étais blond, c'est que j'étais extrêmement beau. Et donc, comme on déteste les beaux en général, souvent non seulement j'étais beau, mais en plus j'étais extrêmement lèche-cul. C'est-à-dire qu'à l'école, j'avais des ultra bonnes notes, j'étais tout le temps avec les profs, j'étais le mec insupportable. Le mec énervant pour les autres. Les maîtresses passaient, mettaient leurs mains dans mes cheveux blonds. Enfin, c'était... Donc, en effet, ils m'aimaient pas trop. J'avais pas beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai. Alors, comme vous n'avez pas d'amis, vous évadez, vous commencez à dessiner, ce qui n'est pas très bien vu en Syrie, et vous lisez Tintin, que votre grand-mère bretonne vous envoie, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça que tout a commencé, parce qu'en fait, il n'y avait pas de livre dans le village où on habitait, pas de livre en arabe du tout. Même ma mère, mon père ne lisaient pas. Et les seuls livres qu'il y avait, c'était les Tintins de ma grand-mère bretonne. Et donc j'ai appris à lire le français en lisant Tintin. Pas mal. Voilà. À l'âge de 11 ans, vous rentrez en France, donc avec votre mère, et le retour est aussi violent que la vie en Syrie, parce que ça n'a rien à voir évidemment avec la société que vous connaissez. Est-ce que c'est plus compliqué d'être breton en Syrie ou arabe en Bretagne? En France, en fait, j'ai jamais souffert vraiment de racisme ou d'ostracisation, si ce n'est le fait que mon nom était ridicule. Mais bon, il y en a d'autres qui ont des noms débiles, mais... Voilà, c'est vrai, quand on fait l'appel en classe, ça touffe, tout le monde se tourne, fait ah, enfin, mais c'est vraiment, c'était pas, il y avait une moindre considération, je dirais, en France. On faisait moins attention à moi. Alors, exemple de choc culturel, vous savez pas comment aborder une fille, parce qu'en Syrie, c'était un petit peu interdit. Et quand une fille tombe amoureuse de vous, elle vous fait des avances, vous n'arrivez pas à l'embrasser, et elle raconte à tout le monde que vous êtes impuissant. J'étais partagé entre deux pôles, c'est-à-dire j'avais mon père qui devenait de plus en plus traditionnaliste et n'arrêtait pas de me répéter que les femmes étaient le diable et qu'il fallait pas leur parler et qu'il fallait pas les regarder, qu'il fallait se marier plus tard, etc. Et mon grand-père breton, qui lui était ultra obsédé sexuel et avait extrêmement peur que vous soyez homo. Que je sois homo. Il était très homophobe et donc dès qu'on marchait dans la rue, il me disait « Oh, regarde celle-là, t'as vu ?» C'était un moment où les hormones n'avaient peut-être pas commencé à fonctionner. Je regardais, j'ai aucun effet. Mais si c'est ça, la regarde. Et voilà. Alors quand on est comme ça, coincé entre deux pôles, c'était difficile de choisir, parce que si on choisissait un par rapport à l'autre, forcément j'allais décevoir l'un. Donc je crois que c'est à ce moment-là que j'ai choisi une identité qui n'existait pas dans ma famille, en fait, ni du côté syrien, ni du côté breton. C'est l'identité des gens qui font des livres et qui racontent des histoires. Et j'ai choisi ce peuple-là. Est-ce que votre grand-père vous a emmené faire du naturisme? Thierry, vous voulez trop savoir la suite de l'Arabe du futur. Et je sens que vous êtes un extrêmement bon lecteur pour la suite. Jean-Marie Roire, rebonsoir. Donc Jean-Marie Roire de l'Académie française, aurais-je dû dire. Alors, vous avez raté 5 fois votre bac avant de l'avoir. Votre premier roman a été refusé par 13 éditeurs. Vous avez dû vous présenter 5 fois à l'Académie avant d'être élu. Est-ce qu'avec les femmes, c'est pareil? C'est exactement pareil. Et je vais vous faire une confidence entre nous. Je pensais que l'Académie, ça aidait un peu à draguer. Et un soir, je dînais avec une très jolie fille, et j'avançais beaucoup d'arguments. J'ai eu le prix Renaudot, j'ai eu le prix Interallié, je suis un ami d'Ardisson, enfin tout ce qui pouvait vraiment être flatteur. Et ça ne marchait pas. Alors, ça ne marchait pas. Alors, à la fin,
pour la décider, je dis, et puis vous savez, je suis à l'Académie française. Ouais. Je dis, ah, je ne savais pas que vous étiez si vieux. Alors, j'ai vu que Luc Ferry n'a pas été élu à l'Académie. C'était bien la peine, mon cher Luc, de ne pas venir dans cette émission pendant une saison par peur de faire une boulette qui t'aurait coûté l'Académie. Vous avez été pour ou contre Ferry? Écoutez, moi je suis pour tous les candidats. Ah oui? Oui, je suis pour tous les candidats parce que je suis resté un candidat. Comme je suis resté le type qui échouait au bac, oui, c'est vrai. qui voyait Oui. ses livres refusés par les éditeurs. J'ai le sentiment d'être du côté des perdants, du Oui. côté des vaincus. Et toute ma vie, quand j'écris un nouveau livre, j'ai l'impression que c'est le premier livre. Vous savez, je trouve ce qu'il faut que les candidats sachent. On va leur donner un conseil. Oui. Parce qu'il y a certainement beaucoup qui nous écoutent. Oui. Il faut qu'ils sachent, d'une part, que c'est pas une honte d'être battu. Moi, je Oui. suis battu 4 fois. Oui. Et Victor Hugo aussi. Et donc, et puis ensuite, qu'il faut insister. Parce que c'est comme de l'entrée dans les Marines. On veut voir si les titres tiennent le coup. Tiennent le coup, Voilà. ouais. Moi, j'ai tenu le coup. Voilà. Alors, il y a plein de postes vacants à l'Académie. Alors, il y a Solers, évidemment, tout le monde pense à Solers, mais il a dit, mais pourquoi céder à cette comédie sociale? Aucun des écrivains que j'admire n'est à l'Académie. Donc Solers, déjà, lui, ne veut pas y aller, apparemment. Ça, c'est pas sympa. Alors, Ouais, c'est vraiment, pas sympa. Non, mais vous savez, il avait écrit un livre qui s'appelait La théorie des exceptions, où les gens qu'il admirait, c'était Lautréamont, c'était Ouais. des gens vraiment qui étaient morts à 25 ans. Ouais. Il a une conception des poètes maudits. C'est sûr que les poètes maudits, il y en a eu très peu à l'Académie, il y en a mais quasiment pas à l'Académie. bien sûr. Verlaine a eu 0 voix, Ouais. et Baudelaire, on lui a dit, il vaudrait mieux vous retirer. Ouais. Donc, si on a une conception de la littérature Qui est très subversive, doloriste, en fait, oui. voilà, subversive, bah, c'est vrai que l'Académie n'est pas faite pour ça. Alors, Houellebecq, vous pensez qu'il peut rentrer à l'Académie française? Écoutez, je pense Écoutez. qu'il aurait pu rentrer. Ouais. Moi, je crois que l'Académie, c'est quand même aussi incarner le grand écrivain, Ouais. si possible, donc, dans lesquels les Français se reconnaissent. C'est une certaine idée de la France, en fait. C'est une certaine idée de la France. Je ne veux pas dire que c'est la voix de la France, mais c'est quand même ça. Oui, quand même. Moi, j'aime beaucoup Houellebecq comme écrivain. Ouais. Mais j'aime beaucoup aussi Céline comme écrivain. Ouais, ouais. J'aurais pas voté pour Céline à l'Académie. Ah, mais- Surtout après la guerre. Quand le Figaro fait sa une sur Houellebecq, ça doit vous gêner, quand même. Non, c'est-à-dire que je trouve que ça mérite un débat, Houellebecq. Et vous voyez, la différence avec Jean d'Ormesson, c'est que Jean d'Ormesson, la grand-mère peut offrir à son petit-fils un livre de d'Ormesson pour sa première communion. Je vois pas la grand-mère. Quelle grand-mère offrirait un livre de Houellebecq où on parle quand même de fellation zoophile? Moi, j'ai rien contre la fellation. La zoophilie, je m'arrête. Alors, est-ce que Bernard-Henri Lévy a une chance d'entrer un jour à l'Académie? Oui, mais il faut qu'il ose. Ah oui. Et je crains que Bernard-Henri Lévy, que j'aime beaucoup, qui est un très vieil ami, eh bien, je crois qu'il n'a pas envie d'être perdant. Ouais. Et c'est sa différence avec Ouais, moi. ouais. Moi, je suis allé au-devant de l'échec toute ma vie. Et finalement, je trouve ça formidable d'être du côté de perdant parce qu'en fait, ce sentiment de l'échec, c'est ce qui doit guider tous les écrivains. Vous voyez. Une question que je me pose sur l'Académie, parce qu'il y a quand même 5 femmes pour 31 hommes. Est-ce que ça suffit pour faire à manger? Alors, déjà, il y a eu une révolution. Ouais. C'est que, grâce à Jean d'Ormesson, il y a eu l'élection de Marguerite Yourcenar. Ouais, c'est vrai que... Et puis, il y a quand même une femme qui est secrétaire perpétuelle. Oui, Carrère d'Ancos. Alors, en cause, c'est elle qui dirige les Ouais. choses. Michel Serres, bonsoir. Bonsoir. Michel Serres, de l'Académie française, aurais-je dû dire. Et vous, en plus, vous êtes réellement immortel. Vous avez 88 ans, Michel. Oui. Vous êtes l'homme de 88 ans le plus jeune du monde, finalement. C'est ce qu'on dit, mais je cache bien mon jeu. Oui. C'est-à-dire, oui, je fais semblant d'être jeune, mais ce n'est pas vrai. Donc je le dis en secret, ce n'est pas vrai. Alors, heureusement que vous êtes immortel, parce qu'à l'Académie, on trouve personne pour remplacer les disparus. Vous prendriez qui, vous? Luc Ferry, par exemple, il s'est présenté, il n'a pas été élu. pas été élu, Vous avez non. voté pour ou contre?
Les votes sont secrets, mon cher. Ah, d'accord. Les votes sont secrets. D'accord. Alors sinon, C'est l'isoloir. Voilà. Michel Houellebecq, par exemple, pensez qu'il mérite d'être à l'Académie française? Je voudrais bien qu'ils viennent, oui. Oui, d'accord, très bien. Emmanuel Carrère d'Ancos, oui, non? Il y a déjà sa mère qui est là, Et voilà. qui est ça. secrétaire C'est un perpétuelle. problème de famille. Ah, d'accord, c'est emmerdant pour lui. Je ne rentre pas dans les affaires de famille, Ouais. évidemment. Est-ce que vous savez qui est Frédéric Becbédé, par exemple? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait peut-être un jour entrer à Mais l'Académie pourquoi française? pas, oui. Tout le monde peut rentrer à l'Académie, Ah ouais. y compris vous, mon cher. Oh, bon. Soyez C'est le cool. bienvenu. Alors, sinon, il reste Lynn Renault. Bon, Lynn Renault à Oui, l'Académie pourquoi française, pas. c'est pas Oui. gagné. Oui, c'est Ou pas alors un robot. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'il y aura un robot à l'Académie française? Mais d'une certaine manière, nous sommes tous des robots. Oui. Vous savez, bon, par exemple, on m'a maquillé, Oui. on m'a mis des choses pour l'écoute, etc. Oui. Je suis déjà un peu petit robotisé. robot. Voilà. Le mois dernier, vous avez fait la couverture du magazine Le Point avec ce titre « La femme qui fait peur aux islamistes et pas l'inverse ». Et pourtant, si vous n'avez pas d'armes, isolez-la dans une pièce et fracassez-lui le crâne avec une pierre, tranchez-lui la gorge et brûlez sa maison. Ou encore, j'ai une folle envie de lui crever les yeux avec un pic à glace, mais je pense que je vais l'égorger, ça fera l'affaire. Tout ça parce que vous ne voulez pas que vos amis de Charlie Hebdo soient morts pour rien, parce qu'au pays des Lumières, le droit au blasphème est un bien sacré. Merci de défendre le XVIIIe siècle français. Eh bien, c'est triste de se dire qu'on en est là, en 2019, à défendre l'héritage des Lumières, à défendre les valeurs fondamentales qui sont l'ADN de la République Bien française, sûr. qui sont notre devise, liberté, égalité, fraternité, et puis le socle laïque de l'État français. La laïcité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un dogme, c'est tout simplement la liberté d'avoir une opinion. Alors vous dites qu'il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette au droit français. On pensait que c'était un acquis, mais il se trouve que nous faisons face à des discours, à des revendications militantes, parfois un militantisme très agressif, qui consiste à vouloir nous faire accepter, sous couvert de tolérance, d'acceptation de l'autre, non pas des individus différents, mais les idéologies dont ils se revendiquent. Or, la République française est une république qui embrasse tous les individus, mais pas les idéologies, forcément, surtout quand elles sont contraires à nos valeurs. En fait, dire qu'on devrait pouvoir critiquer l'islam, c'est déjà le critiquer pour eux, non? Oui, vous avez vu ce passage vidéo là qui m'a valu des menaces de mort. Je disais simplement que l'islam devait se soumettre à la critique. Je sais que ce combat-là n'est pas un détail. C'est un combat qui trace la frontière entre la civilisation et la barbarie. Alors, vous vous dites persuadé que si les médias en France avaient tous publié les caricatures de Mahomet le 11 janvier 2015, l'histoire aurait été différente. Tout à fait. Je pense que si tous les journaux de France et de Navarre et du reste du monde d'ailleurs avaient publié les caricatures dès la première affaire des caricatures en 2006, qu'est-ce qu'ils auraient fait là, les terroristes? Ils auraient exterminé tous les journalistes, toutes les rédactions du monde. Ce n'était pas possible. Mais vous dites couardise, maquillée en respect de la religion. Tout à fait, parce que beaucoup de journaux ont justifié finalement leur peur des attentats, qui est une peur légitime. Avoir peur ne nous exonère pas d'un certain devoir de courage, surtout quand on est journaliste. Parce que quand on est journaliste, nous avons le devoir de crever les abcès de la société. Nous avons le devoir de mettre la lumière sur les zones d'ombre. Et les journaux qui, à l'époque, avaient dit « Ah, nous ne le faisons pas parce que nous respectons l'islam ou les musulmans » ou je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, en réalité, sous-entendaient que Charlie ne respectait pas et que donc, finalement, quelque part, cet attentat était justifié. Résiste pour que tu existes. Alors, vous résistez vaillamment. Le problème, c'est que bientôt, en France, il faudra choisir entre sa liberté d'expression et sa liberté de vivre sans garde du corps. Après Roberto Saviano et Philippe Val, vous êtes la troisième personne sous protection policière que je reçois cette saison. Ça fait beaucoup quand même dans un pays comme la France. Vous dites, quand ça allait mal, ce sont mes flics
qui m'ont sauvé. Mais oui, j'ai été mise sous protection le 8 janvier 2015. Je me ramassais évidemment à la petite cuillère. J'avais des conditions de vie qui étaient extrêmement difficiles. Et à ce moment-là, évidemment, comme beaucoup de mes collègues qui avaient survécu, nous avons atterri chez les psys, nous avons pris des anxiolytiques, des antidépresseurs. Ça n'allait pas. Et c'est la présence bienveillante, professionnelle de mes officiers de sécurité qui m'a contrainte à me rattacher à la vie, contrainte à respecter des horaires. Parfois, ils se sont, alors que ce n'est pas leur travail, parfois ils se sont souciés de savoir si j'avais mangé ou pas. Et donc, grâce à eux, grâce à cette présence saine, j'ai pu surmonter les premières semaines du deuil. Alors, c'est bizarre quand même d'être accompagné par des gens qui sont là pour vous empêcher de mourir et qui pourraient mourir en vous protégeant quand même. C'est une relation complexe. C'est une relation assez atypique parce que ce sont fondamentalement des inconnus, des gens que l'on vous voit, mais qui sont là pour mourir éventuellement avec vous. Donc ça crée un lien de sang. Et les attentats de Charlie m'ont fait découvrir que les liens de sang entre les personnes pouvaient se faire autrement qu'en étant issus de la même fratrie. Par exemple, avec mes collègues de Charlie Hebdo, eh bien, nous avons entre nous aujourd'hui le lien du sang, le sang des nôtres qui a coulé et qui nous lie d'une façon indéfectible. Vous êtes toujours là. Alors la gauche a trahi depuis longtemps le combat du progressisme et de la laïcité, mais le 7 janvier, le jour de l'anniversaire de Charlie, Emmanuel Macron a reçu le CFCM, très maladroit pour le moins. Nous avons une gauche qui est le tenant historique du combat, du progressisme, de l'anticléricalisme. Elle a complètement trahi ces valeurs-là. Elle a même trahi Karl Marx, qui a toujours dit que la religion était l'opium du peuple. Aujourd'hui, on observe une gauche islamophile, pour renverser le mot islamophobie. Et sur le plan électoral, là, tout le monde a trahi. C'est-à-dire que les compromissions électoralistes, l'adage « une mosquée, 3 mandats », les baux amphithéotiques, les terrains à 1 euro aux associations cultuelles islamistes pour construire des mosquées, ça, eh bien, la gauche et la droite sont toutes les deux mouillées. Et pourtant, dites-vous, l'islamisme a déjà perdu. Contrairement aux jeunes Français d'origine musulmane, les jeunes des pays musulmans, dites-vous, sont de plus en plus athées. Donc, pendant que l'obscurantisme s'empare de l'Europe, l'athéisme surgit dans les pays arabes. C'est là que j'en veux aux dirigeants de ce pays. Les dirigeants de ce pays n'ont pas compris que la plus belle prise de l'islam politique, ça sera l'Europe et notamment la France. Aujourd'hui, la nébuleuse islamiste internationale a très bien compris que les pays musulmans, c'est un peu fichu, puis de toute façon, ce ne sont pas des démocraties, ils sont à la merci des régimes sur place. Tandis qu'en Europe, eh bien, ils détournent les droits humains, les valeurs démocratiques et les droits que nous avons dans ces pays-là à leur propre service, à leur propre profit. Et nos dirigeants, malheureusement, ne s'en rendent pas compte et laissent proliférer un islamisme militant qui fait des ravages, qui fait des dégâts dans toute une partie de la société. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une salafisation des musulmans de France ? Eh bien, lorsqu'on lit les statistiques, on ne peut que s'inquiéter. Lorsqu'on lit, par exemple, que 28% des jeunes issus de l'islam considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République, on a toutes les raisons de s'inquiéter. Lorsqu'on lit les rapports des renseignements généraux qui nous racontent, par exemple, ce qui se passe dans les classes, lorsqu'on voit les revendications communautaristes de plus en plus nombreuses, de plus en plus stupides aussi, de plus en plus agressives, on a toutes les raisons de s'inquiéter finalement et de se dire où est l'essentiel ? L'essentiel, c'est finalement la nation française, c'est la communauté nationale, c'est les droits que nous avons en France, c'est la liberté dont nous jouissons dans ce pays et qui, pour moi, est nettement plus cruciale, plus importante que la liberté de certains, ou le choix de certains d'observer des bondieuseries auxquelles ils croient. Quand le président Macron, dernièrement, parle de sécession, est-ce que vous pensez qu'il a compris enfin ?
J'espère qu'il a compris. J'espère qu'il a compris et j'ai bon espoir parce qu'il a par exemple renoncé à la modification qui était prévue de la loi de 1905. Parce que je pense qu'il a compris qu'il aurait ouvert là une boîte de Pandore dont seraient sortis des monstres ingérables. Ceci étant dit, maintenant il reste ce chantier de restructuration, de réorganisation de ce qu'ils appellent l'islam de France. Je m'insurge d'ailleurs contre ce terme parce que pour moi, il n'y a pas d'islam de France, il y a un islam en France, pas plus qu'il y a un christianisme de France ou un judaïsme de France. Donc lorsqu'on voit ce projet de réorganisation de l'islam en France, on voit que les propositions qui sont faites à l'exécutif sont gangrénées de haut en bas par la présence de l'UOIF qui s'appelle maintenant Musulmans de France, donc des frères musulmans. Les frères musulmans qui, je le rappelle, sont interdits dans des pays comme les Émirats, par exemple. En France, ils ont pour interlocuteur Macron, Castaner, tout va bien et personne ne s'en offusque. À quoi ça sert d'avoir un nom? Il y a une dernière chose, là, j'y repense. J'en parlais à ma femme à l'instant. C'est la question Colombo. Zineb, si c'était à refaire, c'est-à-dire vous lancer dans ce combat contre les islamistes, est-ce que vous le referiez? Si c'était à refaire, je serais même peut-être allée plus loin. Vous savez qu'au moment où il y a eu les attentats de Charlie, on avait pour projet, pour rêve avec Sharp d'aller rejoindre les femmes peshmerga kurdes qui se battaient contre Daesh, chose que je n'ai jamais pu faire. Il y a eu les attentats, ensuite j'ai eu une petite fille. Mais je pense que si c'était à refaire, je le ferais avec la même verve, la même véhémence et peut-être avec beaucoup plus d'énergie. Votre relation avec Emmanuel Macron, alors c'est un peu Richman pour Man, hein, c'est-à-dire que vous naissez tous les deux à Amiens, vous êtes scolarisés à la Providence, pas en même temps, établissement catholique jésuite, c'est là où Emmanuel Macron a rencontré Brigitte Macron, il avait 15 ans, elle en avait 39. Alors l'un a tout, l'autre a rien. Comment ça va se finir ce film? J'en sais rien. Non, mais d'abord, moi, je me décris pas comme ça quand même. Moi, j'appartiens à la classe intermédiaire. Ouais. Mes parents m'ont donné les moyens d'avoir une éducation. Je sais tout ce que je dois à plein de gens et jamais je dirais que je me suis fait tout seul. Et c'est à l'inverse, là, pour le coup, d'Emmanuel Macron, à qui quand même la vie a offert plein de chances, qui a eu bénéficié de tas de rencontres, y compris des rencontres avec des milliardaires qui lui ont dressé des ponts d'or pour qu'il puisse mener campagne et ainsi de suite, et qui vient dire à la fin que, bon, si j'étais chômeur, eh ben, je me débrouillerais tout seul. Mais il n'est pas chômeur, il ne l'a pas été, il ne sait pas ce que ça veut dire et il ne les rencontre pas. Donc, je dirais que plutôt... là, on nous voit à l'image, il n'est pas sûr qu'à ce moment-là, il y ait tant de différences. Il y en a un qui est plutôt replié sur lui-même et l'autre qui est applaudi en permanence tant il est comblé, plein de talent et tant mieux pour lui. Mais après, il y a des choix. Je pense que la classe intermédiaire, c'est la classe qui a un choix. On lui fournit des armes, les armes qui sont de l'arme de l'éducation, de la culture. Maintenant, c'est au service de qui on les met. Et moi, je sais que j'ai fait le choix de mettre mon savoir, mes connaissances, mes lectures, ma capacité à écrire, à faire des films au service des gens. Et je considère qu'Emmanuel Macron, depuis 20 ans, les a mis au service de l'argent. Il a jamais dragué votre sœur à l'école de la Providence. Non, il n'a pas dragué ma sœur. Il n'a jamais dragué votre sœur. Non. Alors, je crois pas. Dans un livre publié aux Arènes qui s'appelle « Ce pays que tu ne connais pas », qui est excellent d'ailleurs, vous dites en parlant de Macron quand même, votre tête ne me revient pas. Vos mines pour catalogue des 3 Suisses, vos traits réguliers, le nez droit, la police, la mâchoire carrée, c'est physique, c'est viscéral? Moi, je crois que d'abord, j'écris un livre, pas comme homme politique qui se demande s'il va gagner 3% avec ça. Ouais. Je fais un film comme cinéaste avec Gilles Perret, j'écris un livre comme écrivain. Ouais. Et un écrivain, qu'est-ce qu'il fait? Il propose des portraits. Ouais. Donc, et par exemple, il y a le portrait de Zoubir et il y a même mon autoportrait qui n'est guère flatteur non plus. On ne le souligne pas quand on lit le bouquin. Mais voilà, donc je propose des portraits, évidemment avec une subjectivité qui est face à ça. Ça veut dire que Emmanuel Macron, évidemment, il porte quelque chose d'une classe dès que son inconscient parle, ces gens qui ne sont rien, vous n'avez qu'à traverser la rue, dès qu'on appuie sur le bouton, il y a son inconscient qui se met à glisser. Mais vous savez, notre physique, il porte quelque chose de la classe à laquelle nous appartenons. La manière dont on bouge, la manière dont on se vêt, enfin, vous voyez, et donc, en effet, il y a des traits de classe
dans le portrait d'Emmanuel Macron, qui incarne quelque part une espèce de... On a l'impression de voir débarquer le super DRH de la France. Alors, vous avez été extrêmement attaqué. Richard Ferrand, vous êtes taxé d'antisémitisme parce que vous parlez toujours de la banque Rothschild en parlant de Macron. Bon, moi, j'ai passé un paquet d'années sur Bernard Arnault, qui est un patron catholique du Nord. Là, je consacre un livre à Emmanuel Macron, qui est passé par une école jésuite et qui a choisi de se faire baptiser. J'ai passé des années à attaquer, par exemple, BNP Paribas, parce que je considère que c'est le ministère occulte de l'économie, et notamment Michel Pébreau, patron catholique. Je nomme dans le livre le Collège des Bernardins, qui offre un réseau à Emmanuel Macron, et donc qui est catholique aussi. J'ai rien contre les catholiques, c'est juste pour dire que je fais tout ça. Et j'ai le droit aussi de dire Banque Rothschild, Commission Attali, parce que ce sont d'évidents points de passage où aussi il a construit du réseau. Quelle est ma lecture de la société ? On peut la trouver simpliste, on peut la trouver sectaire, on peut la trouver manichéenne. C'est une lecture de classe. J'ai une lecture de classe. Et quand je dis banquier Rothschild, moi, ce que je retiens surtout, c'est banquier. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce qu'apparemment, il ne sait pas trop quoi dire, là, Emmanuel Macron. J'en sais rien, je ne suis pas prophète et je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas. Moi, je sais ce que je ferai à sa place, mais je ne suis pas Macron. Moi, ce que je ferai, mais il n'y avait pas besoin d'attendre, d'essayer de noyer le poisson comme ça. Je liste les demandes des gilets jaunes qui reviennent. Je vois une demande sociale, TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Je vois une demande fiscale, rends l'impôt de fortune d'abord. Je vois une demande de démocratique, le référendum d'initiative citoyenne, et je vois une demande de justice, l'amnistie des Gilets jaunes. Si jamais on veut dénouer la crise, si jamais on veut continuer à vivre ensemble, que ça me fait pas plaisir, moi, que tous les week-ends, il y ait des Français qui tapent sur d'autres Français, et qu'importe qu'ils aient un gilet jaune ou qu'ils aient un uniforme. Ça ne me fait pas plaisir. Mais si on veut dénouer ça, il faut, sur ces 4 demandes, avoir des discussions réelles. Or là, c'est évacuer l'ISF, pas question, le référendum d'initiative citoyenne, pas question, la TVA à 0%, pas question, et on va avoir encore plus de comparution immédiate pour les Gilets jaunes. C'est pas en menant cette tension qu'on apaise le pays. Alors, donc, vous pensez que le printemps sera chaud, vous dites la merguez comme outil révolutionnaire, c'est drôle. Ben oui, parce que j'ai vu une interview dans le Parisien des proches de Macron qui disaient il est au bord du burn-out, donc ça veut dire qu'on peut y arriver. Bon, moi j'ai une proposition de loi sur le burn-out, donc si ça peut lui servir, il est rincé, il est essoré, puis ils disent surtout on angoisse parce qu'avec le retour, avec les beaux jours, ça va être le retour des gilets jaunes qui vont faire des barbecues sur les ronds-points. Ouais. Et donc je me suis dit, voilà l'idée, la merguez révolutionnaire, l'apéro Facebook géant. Vous avez une autre idée aussi, c'est d'accompagner le gilet jaune d'un petit jaune. Voilà. Philippe Manœuvre, comment va Mick Jagger? Ça va mieux. Ah ouais? Oui, on est très rassurés. En plus, la tournée n'a pas été annulée, elle a été juste reportée. Donc on attend des nouvelles dates. Ouais, il va mieux. Il avait quoi au cœur exactement? Il avait un problème dans une valve. Le cœur, c'est des valves. Il y a 4 valves et il y en avait une qui n'allait plus du tout. Quoi. Donc, Sa flèche s'est effondrée aussi. Non, sa flèche va très bien. Sa flèche est toujours en flamme, Mick Jagger. Nouvel album à la fin de l'année? Ah oui, j'espère. Enfin là, je sais pas, ça va peut-être tout ralentir. Je ne sais pas quand Mick va pouvoir rechanter. Toute la nation stonienne est fébrile. Ouais. Mais il travaille sur un album. Alors vous êtes très très fan. Hein. Vous portez même des chaussettes Rolling Stone. Aujourd'hui. C'est un petit peu le Karl Lagerfeld du rock'n'roll. Vous portez des lunettes de soleil, on comprend rien à ce que vous dites. Et tout le monde vous adore. J'imagine que vous porterez ces lunettes tant que John Lennon sera mort, en fait, non? Voilà, dans mon cercueil, je les ai envoyés. Voilà. J'imagine, oui. Vous avez 64 ans. Ouais. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. Il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre, c'est une chanson des Beatles. À l'époque, toute notre génération disait « Faites jamais confiance à un mec qui a plus de 30 ans. Oui, c'est ça. J'espère mourir avant d'avoir 27 ans. » Oui, c'est ça. Déjà, Sauchon, j'ai 10 ans, ça me paraissait tellement... Alors, nous parlerons du concert Rockin' Thousand. Comment on dit? Rockin' Mill. Le 29 juin 2019 au Stade de France. Il y a 1000 mecs qui vont jouer au Stade de France. Ça va être assez extraordinaire.
maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est Shopping. Alors, Philippe Manœuvre, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, vous êtes ici ce soir pour parler de Rockin' 1000, un concert au Stade de France où vont jouer 1000 musiciens amateurs, l'un après l'autre ou tous ensemble? Non, pas l'un après l'autre. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris le concept. Et il y a des taxis qui me demandent mais alors il y aura du monde, on peut venir? Oui, vous pouvez venir, c'est ouvert, c'est public. Et effectivement, je ne vais pas faire jouer 4 mecs après 4 mecs, 1000, on serait encore là 4 jours après. Ouais. C'est 1000 rockers qui vont jouer Ouais. ensemble. C'est quoi. Super idée. Et le fait que tu aies perdu le blind test, ça va pas apporter préjudice à ce Comme je projet. perds le blind test sur Whitney Houston, ça va pas gêner les rockers, a priori, tu vois. Voilà. 1000 musiciens amateurs, seulement le plus connu, c'est vous, là-dedans. Ben oui, un petit peu, bien sûr, oui, mais moi je sers à fédérer les nations. Ouais. Il y aura du punk, il y aura du grunge, il y aura du rockab, il y aura du hard rock, du métal, C'est enfin génial. voilà, on va. Mais c'est on une va super jouer. idée, hein. Alors, est-ce que vous allez arriver à trouver de la drogue pour tout le monde? Je crois que là, c'est Bon. pas ça du tout notre problème. Hein. Ouais, alors- Bon, déjà, s'il y a une prise électrique par. Parce que 1000 amplis, ça va faire du bruit. Alors, il y a eu un casting sur Internet où chacun a envoyé une vidéo et vous avez sélectionné 350 guitaristes, 250 batteurs, 220 bassistes. Il y a 75 chanteurs et 75 chanteuses, Ouais. parité, voilà. Et puis tout le monde. Et donc on installe les batteurs dans les virages pour sonoriser tout le stade. On met 150 batteurs d'un côté, 150 de l'autre. Et après on fait comme un millefeuille, les guitaristes, les bassistes, les guitaristes, les bassistes, tous les chanteurs devant. Et ensuite on fait le spectacle qui Faut va. toujours un batteur quand tu fais un millefeuille, après c'est plus que l'énergie. Et on va jouer les grands morceaux du classique rock pendant Génial. 2 heures, voilà. On va regarder la bande-annonce. Ok. C'est pas mal. En fait, l'idée vient d'un informaticien italien qui a lancé l'affaire pour faire venir Les Foo Foo Fighters à Cesena. 1000 musiciens ont joué Learn to Fly. 48 millions de vues sur YouTube. On regarde à quoi ça ressemble. Ça, c'était la première fois, donc il n'y avait pas de public. C'était juste pour attirer l'attention des Foo Fighters. Qui sont venus, Et finalement. qui finalement, évidemment, sont venus parce que Dave Grohl aime bien faire un peu le buzz. Et quand on l'appelle aussi gentiment, il a dit « Ok, on y va, on va jouer pour vous ». Et puis après, ils avaient pris le goût du truc. Ils ont découvert qu'en fait, avec des oreillettes, on arrive à synchroniser 1000 musiciens ensemble. Et ça fait un son fantastique. Bah oui. Parce qu'il y a un truc qui se dégage, enfin une ampleur sonore qu'on ne voit que là. Et du coup, ils l'ont fait dans le stade de Florence, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, maintenant, eh ben, ils arrivent en France. Et après, ils vont le faire en Allemagne. Voilà. Oui, c'est ça, oui, Ouais. c'est un truc qui va devenir On mondial. espère que ça va devenir mondial, on espère que ça va être des rendez-vous, ça peut être un rendez-vous régulier. Parce qu'aujourd'hui, le rock, c'est ça. Il y a quand même des années qu'aucune major n'a signé un nouveau groupe ou un nouvel artiste rock. Donc maintenant, c'est à nous de créer les événements D'accord. rock. Parce que le rock, Matt là... Pokora, c'est de la merde, ok.
Très déçu par ce critique. Et l'ambition de Rock in Mill, oui, ça serait de devenir pérenne, déjà, c'est de prouver qu'on va remplir le stade. Parce que les artistes qui remplissent un stade, au monde, il y en a 10, il n'y a pas beaucoup plus. C'est un truc colossal, le Stade de France. Dans un métier pyramidal comme la musique, c'est vraiment le sommet absolu. Et là, ces 1000 amateurs vont devenir les superstars d'un soir. C'est fou pour eux-mêmes. Oui, c'est un truc... Métier, ils se retrouvent au Stade de France. C'est génial. Super idée. Je prends la pause. Vous connaissez ça? C'est les musiques de bébés. Et c'est repris, ça, derrière. Oui, vas-y. Space Oddity pour Space les petits Oddity. bébés. Ouais. On va écouter un autre. Laurent? Oui, je l'ai. Assis au Red Door, Painted Black, des Rolling Stones. C'est très joli, ça, pour les gosses. Ça s'appelle Rockabye Baby. C'est Rockabye Baby. Donc j'ai c'est mis toute une ça série. parce que je voulais vous parler d'Ulysse et de Lily Rock. Vos enfants, ils vont bien? Ils sont fabuleux. Ah ouais. Ah mais parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais tous ces trucs-là? Et Ouais. quand je les vois arriver, ils sont déments. Franchement, c'est des vrais petits rockers. Ils sont adorables. Ah, vous savez qu'on s'est mariés le même jour? Ah oui. Le 21 juin 2014. Et avec la même femme. Le bordel. Non mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a pratiquement la même différence d'âge entre Candice et vous et Audrey et moi. Oui, c'est vrai. Ça nous Deux générations. Ouais. ça nous relie. Non, une seule. Mais c'est un grand bonheur d'être avec une femme qui me soutient dans ce projet dément quand même. Tant qu'elle rate pas sa scolarité à cause de ça. Alors, finalement, Philippe, in your life, est-ce que vous avez été plus sexe, drugs ou rock'n'roll? Rock'n'roll, Ah, sinon rock'n'roll. je serais mort. Ouais. Non, parce que moi, c'est la musique. J'étais venu pour la musique. Alors évidemment, il y a des gens qui, en venant pour la musique, ont découvert la drogue ou des trucs et ils sont partis là-dedans. Mais moi, pas. Moi, j'étais là pour le rock. Et donc, j'ai toujours défendu ça, essayé de me bagarrer pour le rock, pour aider les musiciens. Déjà, ces musiciens anglo-saxons, nous aider à les comprendre. Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils racontaient. C'était des gangs mirifiques, quoi. On était fascinés par ces bad boys des Rolling Stones. Moi, ils s'habillaient d'une certaine façon. Tous les lycéens de France s'habillaient pareil. On apprenait qu'ils fumaient de l'herbe. Tout le monde voulait fumer de l'herbe. On fumait du thym. On était prêts, quoi. J'ai dit tout le temps, quand on parle des Beatles, je dis tout le temps, quand ils se mariaient, je me mariais. Quand ils divorçaient, je divorçais. Et quand ils se droguaient, je me droguais. Voilà, c'était nos maîtres. On a tout fait comme eux, quoi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, ils sont encore là, les Stones. Et nous, on est encore là. Et c'est merveilleux, quoi. Donc, waouh. Alors nous recevons ce soir le rayon de soleil des après-midi de France 2, le porte-bonheur de Delphine Ernotte. La cochonne du service public. Non, j'ai pas dit ça. La nouvelle. joli, laisse-moi C'était bien, non, c'était bien. profiter, Laurent. Là, je continue. La nouvelle reine des témoignages de la télévision française, Faustine Bollard. C'était bon, là. C'était bon. Merci pour cet accueil. Replay, Serge. Alors, nous recevons ce soir le rayon de soleil des après-midi de France 2, le porte-bonheur de Delphine Ernotte, la nouvelle reine des témoignages de la télévision française, Faustine Bollard. Elle était quand même mieux à l'époque. Hein. Elle a pris un coup là en 10 secondes. Ça va pas. Jean-Luc Delarue serait fier de vous. Ah, j'aime l'idée, je ne sais pas s'il serait fier, mais en tout cas qu'il soit content que l'émission de témoignage qu'il a mis à l'antenne à l'époque soit peut-être gardé la portée ligne avec succès. Ouais. C'est grave. Ah, C'est pas Youssou N'Dour, ça reconnaissez Non. Ça se discute. Oui, je sais.
Ça se discute. C'est l'ancêtre du portable, ça. Ouais. Si on décrit, Janine, j'aurais 20 minutes de retard. Et il arrivait sur la fin du générique. Toujours, on se demandait s'il allait être en retard ou pas. On se demandait s'il allait être là quand on connaissait Jean-Luc. Un petit peu à la fin. Alors, en tous les cas, votre émission, ça commence aujourd'hui, dépasse désormais le million de téléspectateurs et 10% de part de marché sur C'est France. incroyable, puisque ça commence aujourd'hui. quoi. Ouais, c'est dingue. Comment on l'a fait, quoi. Et en fait, vous devez, Faustine, votre meilleure audience à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ah ouais? Le lendemain de 13%, l'incendie, on a fait 13%. tout le monde a regardé le journal de France 2, et ce jour-là, vous avez fait 12,6% de part de marché, comme quoi cet incendie, finalement, était un mal pour un bien. Alors, on a fait 13 quelques jours plus tard. Avec Oui. quoi? Il y a eu Avec un quoi accident de car en Pologne. Ceci étant, il y a 2 points noirs. Ah, on les voit d'ici. Salaud. D'abord, il y a Rex. Non, ça y est. On l'a tué, le chien. Vous avez tué le chien. On a tué le chien. C'est sûr. Non, alors ne vous inquiétez pas, on n'a pas vraiment tué le chien. Parce que je vois qu'il y en C'est a moi qui qui s'inquiètent. tuais le chien. Mais il s'avère qu'en effet, pendant un certain temps, le Rex sur France 3 arrivait devant nous. Donc on nous disait, il faut vraiment qu'on arrive à tuer le chien. Mais c'était une expression, évidemment. Ah, Il s'avère que C'est comme maintenant, la le meuf. chien est retourné à la niche. C'est on va dire. comme Sibeth Ndiaye qui dit la meuf est dead, quoi. Il Voilà, faut tuer c'est le ça. chien, Évidemment. voilà. Et vous avez fait comment? Vous avez dit que c'était pas le vrai, parce qu'en fait, ce chien, Rex. On est vraiment en train de parler Rex. de ça, en fait. Rex. On est vraiment en train de parler de Rex, en fait. Mais oui, parce que Rex, c'est très important. Rex, en fait, c'est le 4e Rex. Ah oui. C'est pas le vrai Il y a eu chien. le grand Rex. Ah, Le grand Rex. il y a eu le fils, il y a eu le Il y a eu le T-Rex. Il y a eu le T-Rex. Et donc, c'est le 4e Rex. Donc, ils l'ont tué assez facilement. L'autre problème, Faustine, c'est le bouquet. Alors, vous avez un bouquet derrière vous, quand même. Écoutez, je comprends pas. Mais c'est marrant, on m'en parle beaucoup de ce Ouais, bouquet. c'est incroyable, ce Vous le trouvez bouquet. aussi horrible que ça C'est- Non, mais peut-être un peu trop Si, Madame fourni. Poussin. c'est- Est-ce que Oui, ce d'accord. bouquet, Profusion. vous savez, c'est le même bouquet de septembre à juin. Est-ce qu'il serait pas en plastique, le bouquet? Ah, je pense qu'il est plus qu'en... Comme l'animatrice. Et et pourtant, voilà. pourtant... 100% naturel. Eh oui, On vérifiera. non, non, Faustine, vous avez jamais fait d'opération. Hein. Si, mais je dirais 8 pas fois quoi, 7. mais pas les seins. 8 Si fois tous 7. Les hommes, on leur dit, on a fait un petit truc, et tout de suite, ils regardent vos seins. Ah non. Non, mais non, Enfin, j'ai pas- c'est j'ai quoi, pas- c'est quoi, alors? Je me suis fait opérer des paupières, parce que j'avais les paupières Ah, un le peu lumière qui tombantes. tombait. J'avais un petit peu le Je me petit souviens, théâtre vous de disiez Bouvard. toujours, à l'époque, vous comme étiez là, ça. vous disiez, bonjour, comment ça va et tout, et à un moment, on vous a dit, Faustine, il faut quand même opérer les paupières. Ouais. J'ai raison, C'était vous ça le ou la dites. canne blanche? Vous êtes ici ce soir pour 2 shoppings. Il y a d'abord, ça commence aujourd'hui, du lundi au vendredi à 13h55 sur France 2. Et à table, manger sain, dépenser moins, le mardi 14 mai en prime time sur France 2. C'est ça. Alors, on commence par ça commence Mais c'est aujourd'hui. difficile, on commence par ça. Alors, je rappelle le principe de l'émission. Ouais. Des gens qui ont une vie de merde, qui racontent leur vie à des gens qui, finalement, se disent que leur vie, en comparaison, est pas mal. Voilà, c'est moi qui ai un grand respect de mes invités, ça va m'aider. Ça cartonne. 1 million, 10% de part de marché. J'imagine, Faustine, que par des formations professionnelles, vous voyez les gens que vous rencontrez à travers les thématiques de votre émission désormais. Par exemple, Yoann Rioux, c'est une thématique. Au collège, j'étais choisi en dernier quand on faisait les équipes de foot. Je le vois plutôt dans les asexués. Ah! C'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai, J'ai oui. fait une émission il y a Je baisse pas, dernièrement je sur- baisse pas. Mais je n'en éprouve C'était pas pas le ça, désir. ouais. Voilà, ça je baisse m'intéresse pas. L'intitulé exact, c'était Ma bite ne me sert à rien. Je baisse pas. Et Non, mais ça c'est ne vrai. m'intéresse pas. et Ça ça ne m'intéresse m'intéresse Ou pas. pas. capisser en créole. Et j'ai même des couples qui disent je n'éprouve pas. C'est-à-dire que toi, tu es célibataire, Yoann? Je me permets de te tutoyer. Mais il y a des couples aussi qui viennent en disant nous n'avons aucune relation sexuelle et ça ne nous manque pas et on est très heureux, très épanouis. C'est dingue. Donc, je le recevrai bien volontiers. Bon, J'ai des ampoules aux mains, encore une thématique. Non, parce que justement, les asexués n'ont aucune libido. Johan, Ah, je réponds pas à ça. pourquoi tu réponds pas à Arrêtez, ça? Thierry. Je suis là pour parler de foot. Ah! Quand tu lui parles de football, ça le fait jouir. Alors, Faustine, toujours dans l'idée de voir à travers les gens que vous rencontrez des thèmes pour votre émission, Bernard Campan, j'ai arrêté les plans à 3.
À 60 ans, je suis plus épanouie que jamais. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est un thème qui revient beaucoup. Il pourrait l'être, hein, c'est vrai. Ouais. Moi, je me sens mieux à 60 ans qu'à 30, 35, 40. Ouais. L'avantage, c'est que ça va durer moins longtemps maintenant. Voilà, maintenant, ça va vite passer, là. Vite. Ouais. Et question baise. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu, voilà. Non, mais dis-le à Faustine. moi j'en ai... Non, c'est un peu calme. C'est un peu calme en ce moment. Ah ouais. Chez toi, mais rassure-moi, tu baisses toujours des inconnus. T'as vu, je suis pas tout seul, Thierry. Ouais. Je suis pas tout seul. C'est marrant. Mais tu sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui disent aujourd'hui qu'ils sont no sex. Oui, bien sûr. Oui. Ah ouais, non, mais complètement. Ouais, T'as fait un truc là-dessus. Ouais, on n'a eu aucune difficulté à trouver des jeunes qui le revendiquent. Il y a même il y a beaucoup de groupes sur Facebook de personnes qui se parlent entre eux. Des groupes de gens qui veulent pas baiser, quoi. C'est un peu nouveau. C'est l'inverse de Tinder. C'est des gangs no bandes. On est des rebelles, hein. J'ai reçu une invitée qui m'a expliqué qu'elle allait sur Facebook pour rencontrer quelqu'un qui ne voudrait pas de sexe comme elle. Mais pour se mettre ensemble. Ah oui, pour être ensemble, pour partager d'autres choses, mais je ne veux pas. Il y a des boîtes de non-cul. Alors, moi, par exemple, pour y faire, j'ai connu l'amour à 60 ans. Ah bah complètement. Mon deuxième mariage troisième. Ah pardon. J'ai Ah bah alors épousé ma je fille. me suis mariée 3 fois. Le troisième était le bon. Voilà, le troisième c'est comme était les le bon. évasions de François Mitterrand. La troisième était la bonne. Exactement. Voilà. Elle est plus jeune que vous, Thierry? Ah, elle est carrément plus jeune, elle a 43 ans. Eh ben, on peut faire aussi ce thème-là. Oui. Voilà. Voilà, mon bonheur avec une femme beaucoup plus jeune. On peut venir, Voilà. je peux venir. Ah, mais si moi, vous je peux vous faire 2 heures, là, si voulez. vous voulez. Oh là hein. là là. Alors, est-ce que, Faustine, vous seriez une bonne cliente pour votre émission? Par exemple, je vous propose des thèmes. Au hasard, oui. Êtes-vous déjà tombée amoureuse d'un membre de votre famille? Eh ben, oui. Mais je vous dirai pas qui. Ah ouais. Non, parce Votre que mon cousin, père votre peut-être cousin. regarde. Enfin, c'est pas mon père. Mais, mais oui, c'est ça. Quelqu'un qu'on m'a présenté sur le tard en m'expliquant que c'était quelqu'un de ma famille, sauf que moi, j'avais grandi sans le savoir. Et donc, du coup, les amours se confondent un petit peu. là. Donc, ça a pu m'arriver, ouais, mais je ne dirais pas qui. Incroyable. Christine Boutin sort de ce corps. Non, mais il y a plein de gens. C'est extrêmement commun d'avoir des relations avec. Bah, tu me dis ça, j'ai vécu 2 ans avec ma mère. Hein. Christine Boutin, elle a épousé son cousin. Ouais. Absolument, ouais. Ma mère, elle m'a dit, si on m'avait dit qu'un jour tu repasserais par là. Bon, Elle est bonne, celle-là, elle est très bonne. alors, avez-vous déjà trompé Votre père avec votre sœur. Ah, Là, ça devient pénible. avez-vous déjà... Faustine, c'est des thèmes Ah, d'émission. c'est pour ça, vas-y, moi, je suis Alors, prête. avez-vous déjà trompé votre mari avec son meilleur ami? Non, je n'ai pas trompé mon mari. Jamais. Avec son Jamais. animal de Non, compagnie. et puis, comme vous connaissez mon mari, vous savez que de toutes Eh, les manières, attendez, je serais vous morte avez- vous avant avez- de vous pouvoir avez- le dire. Vous avez vraiment le gros lot. Oui. Il est venu ici, je l'adore. On regarde d'ailleurs ce qu'il a déclaré dans cette émission. J'ai peur. Magnéto, Serge. On nous dit il faut être comme ça, il faut être un parangon de vertu, et en réalité, on fait fi de tout ce qu'on est biologiquement, animalement. L'un d'exemple, par exemple, c'est la vie de couple. On vous dit il faut être... non mais c'est vrai, toute sa vie, il faut être avec la même personne, fidèle, etc. On n'est animalement pas fait pour ça, donc il faut faire un travail intellectuel pour que ça tienne 30, 40, 50 ans. Et ta femme, elle sait que tu n'es pas fait animalement pour tenir... Elle a l'info ou pas? Alors, Saloperie, va. est-ce qu'il ose vous le dire? Non. Pas du tout. Il le dit quand C'est il marrant, est là. j'ai pas vu ce passage-là. Je vais lui casser la gueule. En Oui, revenant à la maison, voilà, on va lui très dire. bien. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous si vous voulez. Les caresses, restez pas. Alors, votre deuxième shopping, Alors, c'est à table, manger sain, Sain, dépenser dépenser moins. C'est pas con. En même temps, le 14 mai en prime sur France 2, en compagnie du chef Yves Cam de Borde canne de board, et une nutritionniste qui s'appelle Mathilde Touvier. chercheuse à l'INSERM, ouais. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de faire une émission dans la bonne humeur, sans culpabiliser les gens, Ce qui est- et décortiquer ce qu'on a dans notre Ce qui est assiette, quand ce qu'on a même tous dans dingue, notre c'est de assiette. voir à quel point la télévision a changé, parce qu'avant, un prime time, il y avait des girls, il y avait de la musique. C'était Ah non, intéressant. c'est vrai, hein. Oui, Non, maintenant, c'est- là, c'est tu dans vas- un Des supermarché. vrais gens dans un connaissent la supermarché. caisse, Eh, Mais y a c'est pas que ultra ça. concernant. Mais d'accord, C'est mais dans ultra la vie, concernant de ce on qu'on a peut dans l'assiette s'envoyer en aujourd'hui, l'air. c'est concernant. Ta Bon. gueule, c'est hyper concernant. Faustine, un seul conseil. Arrêtez le métier. Non, Faustine, Oui, mon vous savez à quel point je vous aime et je Moi vous ai aussi, je toujours t'aime. soutenu. Simplement, un seul conseil, ne retombez pas dans la gourmandisme comme du temps de... Regardez.
ça, c'est vache. C'est une photo en fin de grossesse, tu vois. J'étais vraiment au bout, là. Arrêtez-vous tout de suite. Alors Faustine, j'imagine que vous connaissez le jeu Tu préfères. On va y jouer tout de suite. Ok. 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 Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? Alors Faustine, est-ce que tu préfères présenter une émission pas coiffée et pas maquillée ou présenter une émission avec des vêtements complètement transparents? Pas coiffé, pas maquillé. Ah ouais. Ah ben, je viens d'avoir 40 ans, le corps s'expose moins quand même. Hein. Oh ben Non. ça va quand même. Oh, Il y a des gens Non, qui mais aiment. Quand hein. même, le quand même est un peu Il y a des violent. dislards. Hein. Tu sais, il y a 8 jours, j'étais dans un restaurant, puis à un moment, quelqu'un me raconte sa vie. Comme ça, la mort de ses parents, je sais pas quoi. Et à la fin, elle me dit « Ah, t'as réussi à me faire parler ?» Je déclame fort. Tu sais, personne me résiste. Je dis ça comme ça. Il y a quelqu'un à la table à côté qui arrive et qui dit « Oh, je viens voir la fille qui dit que personne lui résiste. » Et alors, je lui dis « Non, mais je disais pas ça dans le sens résilient. » Il me regarde, il me fait « Je m'attendais à une déesse, maintenant que je vous vois, petit charme sympathique. » Oh là là. Change de restaurant. La violence. Violence. Et après, il me dit « Oh, ça va, te vexe pas, on a le même âge. » Vous avez quel âge? 48 ans, il me dit. Depuis, j'ai décidé que je ne ferai jamais d'émission nue, puisque donc j'ai passé l'âge. D'accord. Alors, est-ce que tu préfères qu'on dise que tu as de l'empathie, mais que tu es un peu con-con, ou que tu n'as pas d'empathie, mais que tu es très intelligente? Ah, je suis peut-être un peu con-con, en fait. Oh non. Donc je dis un peu. J'aime bien l'empathie. Est-ce que tu préfères un orgasme chaque fois que tu entends « ça commence aujourd'hui » ou crier « ça commence aujourd'hui » à chaque fois que tu as un orgasme? Ah, moi, j'ai l'orgasme sonore. Ah oui? Moi, j'ai un orgasme sonore, donc la prochaine fois, je penserai à toi et je crierai « ça commence ». Et les voisins? Vous habitez à la campagne? On habite à la campagne, on n'a pas de c'est pour voisins. ça. On est isolés dans la C'est forêt, pour ça il y a que pas de Maxime, tu vois, campagne. tu préfères avoir le hockey toute ta vie ou avoir Cyril Lignac qui te parle non-stop à l'oreille pendant 1 an? Ben, il me manque, Cyril, j'ai plus de nouvelles. Bah non. Alors du coup, je serais contente de l'entendre dans mon oreille. 1 an, c'est lourd quand même, hein. Ouais. Parce qu'il y a un accent surtout. Avec son accent. Quand on passe du temps avec Cyril, à la fin, on a son accent, Ah oui, c'est comme horrible. tous les gens. Donc C'est horrible, forcément... c'est horrible. Est-ce que tu préfères faire l'amour en pensant à Jean-Marc Morandini ou à Michel Drucker? Michel, de loin Michel, parce que Michel, il est bien gaulé. Michel. Non mais cette phrase qui... Non mais sérieusement, parce que Michel, à l'époque où j'ai travaillé dans Vivement Dimanche Prochain, c'est vrai qu'à la fin de l'émission, parfois on était dans sa loge, dans son bureau, et il retirait comme ça sa chemise. Moi j'étais hyper gênée, et je voyais qu'il avait des carrés de chocolat, quoi. Michel, il avait des belles tablettes, si et tu je nous pense regardes. qu'il était fier de me les montrer. Et depuis... voilà. Alors, est-ce que tu préfères que Maxime Chatham n'ait plus de bras et un pénis normal ou toujours ses 2 bras, mais un micro-pénis? J'ai un magicien des mains, donc c'est un écrivain. C'est un écrivain, il sait y faire. Voilà, il sait écrire des histoires sur mon Mais il corps. est pas mal en plus physiquement. Mais est-ce que tu préfères être topless dans Voici? Mais t'arrêtes avec tes questions toujours comme ça, là. Non, mais- Vous avez remarqué, il pose que des questions un peu... Tu lui as pas demandé s'il préférait avoir un micro-pénis ou être topless dans Voici? Je regrette Je veux d'ailleurs. dire, Faustine, je fais très attention parce que je sais qu'il a un micro-pénis et je risque pas d'en parler. tu Et en vois. plus, c'est bizarre, Faustine, je reconnais pas mon Thierry, parce que c'est la première fois qu'il pose des questions un peu perso. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça vrai, c'est vrai. est un peu Non, mais anglais. alors, topless dans Voici ou Maxime avec une autre femme, voilà, c'est tout. Ah, topless dans Voici. Ah non, Topless dans Maxime. Voici. Ah ouais. Est-ce que tu préfères avoir des doigts aussi longs que tes jambes ou des jambes aussi longues que tes doigts? Elle est complètement con, cette question. Attends, donc, hein. ça c'est rien, tu vas voir la prochaine. Elle est complètement... Profite de celle-là, Des doigts. parce que tu vas la des regretter. doigts. Attends, en plus, je l'ai pas comprise. Des doigts Vas-y. aussi Des doigts. longs que tes jambes. Des doigts. Donc ou avoir des jambes des rikikis. avoir des aussi lèvres. longues que... Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à cette question de teubé, quoi? Il n'y a pas de réponse, C'est quoi. toi. Mais je T'aimes sais pas avoir le doigt long, voilà, c'est tout. Ah, avoir le doigt long. Ah ouais, oui. donc j'ai un sens de la logique très développé. Non. Bon, très bien. Alors. Fais la y a- chatte, fais la chatte. Non, non, j'ai dit on fait pas la chatte. Si, les gens se caressent, chez Non, eux, c'est j'ai dit on maintenant. fait pas la chatte. Alors, est-ce que tu préfères Oh là là Mais c'est là pas là une question de chatte. Est-ce que tu préfères Aide-moi, Bernard. de voir Un trou de balle, Non. mais au centre, ou 2 Péter excentrés. la bouche toute ta vie. Qu'est-ce que
je préfère. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. Vas-y. C'est beaucoup moins Spirituel, Voilà. vas-y. Et c'est plus intellectuel. Est-ce que tu préfères. Il est mort de rire. Est-ce que tu préfères devoir répondre à ces questions de merde pendant 10 minutes ou que Buffy te fasse chier pendant 1 heure? Il me fait chier depuis ma naissance, il est toujours là, donc c'est bon, je préfère le garder. Camille Lacour, donc bonsoir, très heureux de vous connaître. Il y a des invités qui sentent le soufre et il y en a un qui sent le chlore. Alors, je rappelle, donc votre spécialité, c'était 50 mètres et 100 mètres d'eau. Alors, le dos, c'est très bizarre parce que, effectivement, on regarde le plafond et on se fracasse la tête contre le rebord. C'est comme la position du missionnaire. Ouais. Pas dans la position du missionnaire, les hommes sont pas sur le dos. Je parlais des femmes. Ah, d'accord. Alors, vous publiez 50 nuances de bleu chez Michel Lafon, donc c'est une autobiographie. On y découvre l'histoire d'un homme qui a beaucoup souffert d'être un beau gosse, beaucoup souffert de devenir un célèbre, beaucoup souffert de se faire arracher sa chemise par des filles, beaucoup souffert d'être obligé de coucher avec 13 filles en 1 semaine. Enfin, c'est un témoignage poignant dont nous parlerons tout à l'heure. Enfin, 13 filles en 1 semaine, en tous les cas, ça montre que vous n'êtes pas superstitieux, finalement. Non, ouais, c'est vrai que j'aurais pu soit m'arrêter avant, soit après, mais voilà, c'était une parenthèse un peu folle. Mais vous en parlez très bien, je trouve. Est-ce que le record a été homologué? Je sais pas, il faudrait que j'appelle la Fédé. Ouais. Et à l'époque, il paraît que Faut que je vois avec Rocco. vous faisiez l'amour uniquement sur le dos. Et voilà, Camille Lacour, champion du monde de natation, mais aussi champion du monde de couchage avec les filles. Bah non. Non, pas là. Alors, vous publiez 50 nuances de bleu chez Michel Lafon. Le pitch, c'est un peu too much, too soon. C'est-à-dire le sport de haut niveau, l'argent, la gloire, les filles. La petite existence que l'on nomme la grande vie, comme disait Paul Morand. Vous écrivez « Je n'ai jamais parlé de cette étrange déception à personne, la mélancolie du vainqueur, un phénomène de descente, de décompression, comme lorsque tu remontes très vite des profondeurs. » Bref, vous racontez comment vous avez touché le fond de la piscine. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine. Alors vous racontez le déclic à l'âge de 3 ans, à la piscine. Ouais, première fois que je vais dans les bassins à 3 ans. Vous avez les yeux bleus, vous auriez eu les yeux verts, vous auriez fait du foot. Certainement. Ouais. Rocco, il voulait aller dans les bassins vers 12 ans. Lui. Ouais. Et alors après, vous racontez évidemment votre histoire. Il y a un truc qui est très très marquant, je trouve, dans votre bouquin, c'est les entraînements avec Philippe Lucas, qui entraînait aussi Laure Manodou. C'est vraiment un bourreau, hein. C'est un bourreau, mais c'est surtout un acteur. Je pense que je pense que c'est lui la star quand il nous entraîne. Mais il met vraiment son costume. Nous, quand on voyait les caméras, on savait que ça allait être super connard, quoi. Mais en dehors de ça, c'est un mec adorable, vraiment très attachant. Chez nous, l'image qu'on en a, c'est... Dès qu'il y a les caméras, on sait, il a le visage fermé, il est méchant. Enfin, moi, j'adore raconter l'anecdote où il me vire d'un entraînement. Je comprends pas pourquoi. Il vient me voir dans les vestiaires et il me dit, j'ai pas été bon, je suis pas un acteur génial. D'accord. Je dis, mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Il me dit, parce que je pouvais pas virer Laure, elle est en forme, toi t'es un peu fatigué, vas-y, c'est bon. Mais par contre, si on t'interviewe, je suis un méchant. Voilà, donc c'est vraiment, un personnage. En tous les cas, il vous fait faire 100 km par semaine. C'est-à-dire, vous auriez pu aller en Corse à la nage, quoi, pratiquement, quoi. C'est ça, ouais. J'ai jamais compté vraiment, mais. Ouais. Et donc là, c'est le cercle des nageurs de Marseille. Et vous racontez comment, pour gagner, vous devenez un autre. C'est-à-dire plus beau, plus fort, plus intelligent. Le jour des compétitions, en fait, oui, je suis obligé de rentrer dans une phase où je suis incassable, quoi. Donc, c'est vrai que je le raconte comme un double un peu maléfique, parce que c'est tout mon contraire. C'est un peu détestable, très arrogant, très sûr de lui. Et en fait, cette image est importante pour les adversaires. Et pour moi, j'ai aucune fissure dans cette carapace à ce moment-là, quoi. Même quand il parle, il y a des longueurs. C'est drôle. C'est pas vrai, mais c'est drôle. Et le 11 août 2010, donc vous devenez champion d'Europe. Attention,
là, vous devenez une star. Alors, c'est la fiesta. Hein. Les restos, les soirées, les défilés de mode. Un jour, il y a même Karl Lagerfeld en personne qui vient vous voir. Comment c'est passé? J'ai eu la chance d'être l'égérie des montres de Chanel et donc j'avais fait un shooting avec lui et j'avais été invité aussi lors du défilé et il m'avait serré la main en plein défilé, donc c'était un moment extraordinaire et quand on fait de la piscine on s'attend pas à ça, donc voilà, sûr, c'est sûr. beaucoup de Karl chance. Lagerfeld, et vous devenez la coqueluche des annonceurs Magnéto, Serge. Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin filled with my sexual physique. Romantic, tell me fantastic, touch me on the box, she says Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. Oh là là! Ah ouais, ah ouais. Alors là, évidemment, toutes les femmes sont folles de vous, on comprend un petit peu. Et quand vous êtes reçu par Nicolas Sarkozy à l'Élysée, ça c'est la meilleure, vous lui demandez où est Carla, il vous dit « Je suis pas fou, je l'ai enfermé à double tour dans sa chambre. » Génial. C'est vrai, on avait passé un bon moment et c'est vrai qu'il avait répondu avec humour. Alors, ce qui est bizarre, enfin, c'est que vous le vivez pas très bien, vous dites « Je plais, je séduis, j'excite, je génère des bouffées de chaleur. En quelques jours, j'ai l'impression que ma vie tourne au film porno. » J'espère, pas pour lui, mais pour nous, oui, parce qu'un beau mec comme ça, ce serait régalé pour toutes les filles qu'on a, nous. Hein. Ils se sont un peu fatigués de moi. Hein. Mais pourquoi j'ai pas les atouts. Pourquoi cette période d'addiction au sexe vous a dégoûté finalement? C'est même pas une période, c'était une semaine, mais c'était en fait je savais que je pouvais plaire avant de gagner. Et une fois que je suis revenu de Budapest après cette médaille, j'étais devenu du gibier. Donc voilà, je vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que c'était une période très très étrange en fait. Vous êtes dans un bar et il y a des filles qui vous arrachent vos vêtements, quoi. Oui, on venait de rentrer d'une compétition et on buvait un verre tranquillement avec les potes et il y en a une qui arrive et qui nous a arraché la chemise. C'est arrivé aussi sur Fred Bousquet pour un t-shirt. Ouais. Et on était devenus des objets en fait, donc c'était assez étrange. Et voilà, nous on faisait pas du foot, quoi. En natation, ça n'existait pas avant notre génération. Ouais. Et ça a été un vrai choc. Et là, vous rencontrez Valérie Beck, donc là quand même il y a une femme qui émerge, c'est le cas de le dire, au milieu de tout ça. Oui, c'est vrai que je la rencontre à ce moment-là et de là naît une vraie histoire d'amour, totalement différente de ce qui s'est passé. Absolument, absolument, une vraie histoire d'amour. C'est elle qui veut vous rencontrer, donc elle organise un dîner chez des amis, vous y allez, et effectivement à un moment, il joue au blind test, et vous perdez, et vous êtes obligé d'enfiler la robe de Miss France de Valérie Beck. C'est ça. C'est ça, donc j'ai dû défiler, il y avait des amis à elle qui étaient rugbyman et tout, donc moi j'avais prévu de le faire le lendemain pour être sûr de pouvoir la revoir, mais les rugbyman ils n'ont pas laissé passer la chance de me voir. Et vous avez oublié votre montre. Et vous... L'acte manqué pendant... Ça arrive souvent dans le fist-fucking. Ça fait rire Rocco, ça. C'est une bonne vanne de... il en a perdu des Rolex. Donc voilà, vous oubliez votre montre, vous revenez, là c'est vrai, c'est une vraie histoire d'amour, c'est pas comme avec les autres. On a eu une fille. Vous vous mariez, vous divorcez. En fait, elle vous avait trompé avec un Émirati et vous l'aviez trompé aussi. Ouais, j'ai même pas envie d'entrer dans les détails de ça. Mais nous, oui. Mais de toute façon, les fins, c'est moche. Donc, je préfère retenir tout ce qui a été beau. On a eu un enfant, on arrive à très bien s'entendre aujourd'hui. Vous avez Jazz, votre fille, que vous accompagnez à l'école, et vous dites c'est mon seul luxe, c'est mon beau moment, c'est d'accompagner Jazz à l'école. C'est un rayon de soleil, une petite fille. Pour moi, j'ai toujours rêvé d'être père. Donc voilà. Et pour l'instant, ça se passe très très bien avec Valérie. Et aujourd'hui, vous êtes célibataire? Non, aujourd'hui, j'ai retrouvé quelqu'un. Merde. Ça, vous allez faire des c'est le challenge, il fait plus beau comme ça. Je suis sûr que ta discrétion te poussera à ne pas te poser de questions sur cette personne. Ah non, pas du tout. Non, je vais pas savoir qui c'est. Ça se passe bien quand même. Je suis très heureux. Il est très heureux. Je suis très heureux. Ben, peut-être nous, on peut deviner. C'est quelqu'un de connu? Non, voilà. Ça va être plus dur. Et maintenant, vous l'avez sur le bout de la langue, évidemment. Vous le savez. Un poil de cul? Non. C'est le blind test. Ah, yes! Alors là, le thème de ce soir, c'est les exilés fiscaux. Voilà. Florent Pagny.
Oui, vous n'êtes pas exilé fiscal, vous. Non. Vous vivez pas à Londres pour des raisons fiscales. Non, pas du tout. Vous vivez à Londres parce que vous aimez Londres. Ouais. Comme par hasard. Il paye ses impôts en Vous France. n'êtes pas concerné par ce sujet, en fait. Mais Non. vous allez quand même jouer au blind test. Oui, évidemment, Alors- mais je suis pas très Non, bon. mais Lui, il va être nous, on très joue fort. aussi, on l'est pas non plus. Hein. Ah, toi, non. Toi, je sais que tu es un vrai Français. Tu payes tes impôts Mickaël en aussi, France. Alors, Bah, moi j'ai aussi, vendu aussi. aux Allemands, C'est ça bien. Non, non, vous, Bah très non. bien, mais c'est très bien. Ah oui, Bah, on je paye vous nos félicite. impôts en Non, parce qu'on préfère le dire. Hein. Ah, je vous félicite, c'est On va pas se important. faire Ah oui. C'est important. Alors, le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Alors, je vous montre des exemples. Magnéto, Serge. Voilà. Donc, D'un coup, tout le monde se dit, je vais peut-être pas donner toutes les bonnes réponses. c'est ça. Moi, j'adore Nolwenn Leroy qui relève le kilt de Laurent Baffy. Ouais, dis donc. Extraordinaire. Et le CSA n'a rien dit. Non. 2 poids, 2 mesures. Oui, c'est ça. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Aznavour. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Non, Laurent, je suis désolé, je peux pas te garder. Celui qui l'a. Mais non, mais... On peut plus faire un blind test. T'imagines que moi, Thierry Ardisson, je ne peux plus faire de blind test parce qu'il trouve tout avant Serge. les autres. Mais ouais. Est-ce que tu as en régie une musique un peu triste, genre à la Chaplin? Non, Cold Song. C'est fini l'amitié, là. Il va te faire un câlin. Je t'ai tellement aimé. Je t'ai tout donné. Reviens. D'abord, avant tout le monde. Ah, c'est parce que je lui ai fait des yeux de Joe Cocker. C'est beau, hein. J'ai les poils qui se dressent, et pas que. C'est beau, hein, Cold Song. Bon, attention. Laurent, laisse jouer. Pas un mot, pas un Ouais, mot. allez pas trop vite. Attention. Donc, oui. Charles Aznavour, donc, exilé fiscal en Suisse, plus maintenant, évidemment. Bon. Oh là là, Non, mais- si tu fais les vannes de Lolo, qu'est-ce qui va lui rester, quoi? Il a plus le droit de parler. Répondre au tu fais blind test à la place des invités, c'est bien le problème musique. Encore Aznavour. Hallyday, retiens la nuit. Écrit par Aznavour. Bravo. Il est bon, ce Baffy, il est bon. Reste là-bas. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Baffy, alors? Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Donc, Johnny Hallyday, exilé fiscal en Suisse, enfin, plus maintenant. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est vraiment moche. C'est Comme quoi, ça porte pas chance, hein. Non. Dis-moi, il a chanté, Arthur? Non. Non, t'as d'accord. Tu vas toujours savoir. On s'est fait toute une liste d'exilés fiscaux dans la tête. Mais on ouais, attend, c'est ça. tu sais. Ouais. Service d'ordre. On attend Florent Pagny. Service d'ordre. Est-ce que tu peux amener Laurent hors de ce studio? Il y en a marre dès qu'on soupçonne pas, hein. Non, mais sans déconner. Après tout ce qu'on a vécu, tu me vires? Attention, on est entre nous, ce qu'on est réparti. Musique. Yannick Noah. Ouais. Exilé fiscal aux États-Unis. Attention, musique. Florent Pagny.
liberté de penser. Au Portugal. Patagonie, puis Portugal. Musique. Patricia Cass. Oh, Ah ouais, bien. Moi, il me parle d'aventure. Et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour. il est en train de danser sur Patricia Vous êtes sûr Cass. qu'elle est pas en C'est la France fin du monde pour lui. Mais Il elle danse habite sur où Patricia Cass. Elle vit où, Patricia Cass? Où qu'elle habite, Alors, Patricia Cass en Allemagne. Suisse. Ah, Allemagne. Attention, musique. Alain Delon. Oui, parce que Dalida, elle est morte concrètement. Mais non, écoute, il est en France. Il habite en France? Non, Delon, il est en Suisse, non Il Delon. est exilé fiscal en Suisse. Non, il est aussi en Il est en France. Suisse. Mais il est rentré. Attention, c'est le Super Banco. Mais ils sont pas français. Ça veut dire quoi, Super Banco? Ça veut dire que celui ou celle qui trouvera cette chanson aura tout gagné. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Oula. C'est C'est bien de pas le de dire. la rigolade, il remet son titre en jeu. Hein, ouais. Hein, tu le remets, Oui, Michael. oui, évidemment, mais avec plaisir. C'est l'école des fans. Attention, musique. Oh, Dieu. D'amour est pour jamais. C'est un rêve qui est super belle. Je dors plus la nuit. Il y a un moment, il faut quand même rendre à Laurent ce qui est à Laurent. Là, que Laurent vient de faire la célébration. Eh oui. Eh bien ici, connard. Viens ici, amenez-le-moi là. Je sais pas faire ça. Tu vas le faire maintenant. Attention. Musique. Tu vois, toi qui fais que des films sur les handicaps, tu peux faire un film avec Laurent. moi. Michael, je pense que tu devrais essayer. Ah non, non. Oui, non, Michael. Michael. Je sais pas si j'ai encore l'âge de faire tes émissions. Bon, ouais, ça va. Bon, j'ai pas mal. replay. Bah, ils sont contents. Alors là, il faut se concentrer. Monsieur de la Villardière, il faut vous concentrer, on va faire un quiz. Tout le monde joue. C'est un quiz qui s'appelle « C'était pas gagné ». Jingle. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Alors vous devez reconnaître qui est sur la photo. Oula. On commence. Laurent. Ok. Ah, bravo. On dirait Henri Tizot. Mais c'est Laurent Ruquier. J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant changé. Si, dans La Belle et la Bête à la fin. Ah oui. Attention, numéro 2. Bernard. C'est toi, Thierry. Ouais, c'est toi. Ça alors. C'est moi, évidemment. En Francis Lalanne. Les années 70, les évidemment. Charlots, non Bon, maintenant, alors là, c'est moins facile. On y va. Laurent. Georges Clooney. Ouais. Oh là là. C'est trop fort. Alors là, ça me rassure beaucoup, ce que vous me montrez là. Parce Ouais. que alors, vraiment... Ah, il a vraiment évolué. Ah oui. Attention, Laurent. Céline Dion. Dion. Ouais. La Rousseau. Elle m'a grillé de ça. Attention. Eh oui, Alexandra. Ciblé, allez, ciblé, Ouais. ciblé. Bon, vous comptez les points en régie, hein. On rigole pas, là. C'est bagarré, là. Attention.
Baffy. Tom Cruise. Non. Oh, Ouais, putain. Tom Cruise. Je trouve qu'il y a un air... Bravo, Laurent. Je trouvais qu'il y avait un air. Qu'est-ce qu'il était C'était vraiment Mission Impossible. Grave. Ah oui, mais attends. Oh oui. Scarlett Johansson. Non. Non. Mylène Farmer. Non. Non, non. Je vous donne un indice, c'est une mannequin anglaise. Ah, Kate Moss. Ouais. Non, t'étais trompé, c'est Arlette Chabot, ça. Non. Kate Moss. Ah oui. Ça change, hein. Cassaner. Ouais. Non, je reconnais, lui. Bon, attention. Ah oui, Jodie Sandrine Quétier. Non. Jodie Foster, Laurence la Boccolini. chanteuse, qui s'est fait raser la tête. Non. Jeanne Masse. Alors, un indice, sperme dans les cheveux. Cameron Diaz. Ouais. Ah oui. Je vois que Rousseau connaît ses classiques. Allez, on y va. Allez, misogynie. Arthur, oui. Facile. Lui aussi, il a gagné en bogossitude, hein, quand même. Hein. À vous. Oh là là. Penelope Cruz. Ouais. Ah, j'en ai un quand même. Rousseau l'a dit aussi. Mais Etchebest. Oh, putain. Ah bon Etchebest. Attends, mais t'es Bien sûr. Ça alors. Sympa. Ah bon Etchebest. J'adore ce type en plus. Ah, tu l'aimes bien Ah, je Oui, l'adore. très Sympa. sympa. Nous aussi, on l'aime bien. J'adore. Ah, punaise, attends. Oui, Kate Blanchett. Non. Charlize Theron. Voilà. Oh là là. Charlize Theron. Elle est magnifique. Hanouna. Ah oui, c'est Cyril. C'est nous. Cyril. Attends. Jennifer. Ouais. Oh là là. Mais t'es trop fort. C'est lui, ça. Attention. Ah bah ça c'est... Alors zut, je Putain, connais comment que il lui. s'appelle, lui Ouais, exactement, Laurent. Orlando Bloom. Non. Non, Ryan pas Gosling. Ouais, Voilà, c'est putain. ça. Oh là là. Bravo. Non, moi je suis un laborieux, moi. Voilà. Ah, ce qu'il y a de pire, là. Là, je dois dire, c'est la plus difficile de tout le quiz, là. Américaine. Française ou américaine, ouais. je vous donne Politique, c'est pas une politique ça? Non, Ouais. je vous donne un indice. Bruce Willis. Demi Moore. Ouais. Elle connaît tout Hollywood. Attends, tu lis Voici, Closer, Mais rien, en plus. Public et Non, Oups, rien. toutes les semaines. Mais rien. Bah, elle a eu combien de- Mais non, tellement pas. Là, vraiment. Là. Tellement pas. Attention. Bah oui. Pamela, la femme de Brad Pitt. Angelina Jolie. Ouais. Elle avait déjà ses lèvres. Ah alors. oui, c'est vraiment elle. Comme ça. Nikos. Ouais. Nikos Aliagas. C'est le costume qui m'a aidé. Je vous cache pas que sans le costume, je ne la trouvais pas. Honnêtement, c'est pas lui. Ouais. Qui a gagné? Largement, elle a gagné. La Rousseau, attention. Triomphe. Chaim, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout le monde le sait. Shy, ça vient de shy, un adjectif anglais qui veut dire timide. Et j'ai longtemps cru que vous étiez timide jusqu'au jour où je suis tombé sur votre compte Instagram. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu foutu de nous au niveau de la Ah là, timidité. c'est pas moi, là, hein, ceci dit. Hein. Ah, c'est pas vous, Non, là c'est pas moi, non. C'est dommage, c'est celle que je c'est mon préférais. place, moi. Là, j'ai pas ce qu'il a, malheureusement. Non, mais vous êtes un peu foutu de nous avec votre timidité, non? Non, mais regardez Mylène Farmer, regardez plein d'artistes et plein de comédiens aussi qui sont Ouais. plutôt pudiques et timides dans la vie. Et finalement, ça ne les empêche pas de pouvoir, en montant sur scène. Ah, mais et c'est en... pas un reproche. Hein. Non, mais je vous explique. J'adore ces photos. Alors maintenant, on va vous voir en tenue de soirée, voilà. Oui. Et là, c'est Oui. quand vous regardez la télé maintenant, voilà. C'est dans mon salon de tatouage. Mais c'est une façon, effectivement, pour moi, dans tous ces moments-là de télé, d'exprimer ma féminité et mon côté femme que je n'assume pas forcément dans la vie de tous les jours. Mais quand vous êtes habillé, vous êtes très bien aussi, hein. Mais merci. Un peu moins bien, peut-être. Ah non, mais regarde. Voilà, ça c'est le chien de Non. Chaim. Et elle s'est fait des bottes avec le chien. Non, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Vous avez, Faut pas Chaim, croire.
Une garde-robe incroyable. On a des photos de votre dressing. Et c'est vrai que c'est quand même J'aimerais bien. pas mal de choses. Et puis après, ça, c'est juste pour les chaussures, là. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que je suis Cendrillon. Hein. Ce que je porte là maintenant, dans une heure, c'est terminé. C'est très beau. Ça Alors, retourne au styliste. J'adore le prince de Galles, le pied de poule, tout ça. Franchement, non, c'est très bien. Merci beaucoup. Il n'y a rien à dire. Vous êtes ici ce soir pour votre nouvel album, le 7e, intitulé Agapé, qui est donc dans les bacs depuis hier. Absolument. Alors, Agapé, c'est le mot grec pour l'amour divin, inconditionnel. L'agapé est souvent comparé à la charité chrétienne. Tu veux, il y a l'amour physique, Eros, l'amour de l'esprit, ce qui est entre nous. L'amour à plusieurs, Rocos. Philia. L'amour de l'esprit, Philia, et l'amour pour l'amour, Agapé. D'accord. C'est un peu l'amour platonique, pur. non? C'est un peu Oui, idéalisé, non? oui, c'est pas Eros. Il n'y a pas pénétration. Non, 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 non. C'est une sorte de tantrisme. Oui, Laurent, oui, oui, Exactement. oui, oui. Exactement. C'est bien. Ou alors, à l'époque de Notre-Dame de Paris, on aurait parlé d'amour courtois. Oui. Ça t'a fait du bien de parler de Notre-Dame de Paris? Alors, il y a Lago. Là, vous revenez sur votre chute. Alors, Lago, c'est-à-dire la fille, hein, je te le dis. Vous revenez sur votre chute quand vous êtes sauté dans le public à Bercy. Oui, Et vous réglez vos comptes avec le rappeur Damso. tout à fait. Alors, en 2015, il chantait « T'es passé partout comme la chatte à Scheim ». Non, la chatte 2, Chaim, il a bien parlé quand même. Non, Voilà. il a dit la chatte 2 et pas la chatte 1. Ah, il parle français, en fait. Il l'a quand même bien Mais écrit. il dit la capsule Apollo, ce qui est pas... T'es passé partout comme la chatte à Scheim. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. Alors, vous avez répondu. Ah là là, tu veux mon cul? Va faire la queue derrière Damso. Voilà. Mais il fallait répondre finalement sur le Mais moment. j'aime ça. On l'écoute et puis on n'en prend pas compte parce qu'on a l'habitude de prendre rien personnel, parce qu'on entend tellement, on en voit tellement sur les réseaux sociaux, etc., qu'on se dit bon, bah c'est une de plus. Et puis au final, c'est tellement gratuit, tellement violent et tellement irrespectueux que je me suis dit bon, bah voilà, le nouvel album sort, j'ai envie d'en reparler et de reparler de toutes ces choses, dont Bercy également, qui ont marqué un peu les dernières années de ma carrière et Damso en faisait partie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Bercy, vous avez sauté dans le public et vous Oui. êtes tombé par terre. Je suis pas tombée par terre. Non, Ah bon sinon je me serais pas relevée, mais j'ai atterri très bas dans les mains des gens. Effectivement, il y a un point de vue de caméra où on a l'impression que je m'écrase la tête au sol. C'est terrible. Mais voilà. Je vous épargne la rediffusion de la séquence. Alors, Damso, il est habillé, lui, pour l'hiver. Après, il y a une chanson beaucoup plus intéressante, à mon sens, c'est Absolem. Donc là, avec Youssoupha et Kemler, ça dure 9 minutes. Et là, vous parlez de tout, là. Vous parlez même d'Arthur. Ouais, je parle de tout. C'est un peu comme une confession à l'image de l'album aussi, qui sonne comme comme une rédemption où je parle véritablement, en fait, sans langue de bois, où je parle de mes démons, des choses qui sont moins bien allées dans ma vie. Ouais. Et avec l'aide de Youssoupha, le fait de ne pas les avoir dites moi-même, ça m'a aidé à les assumer. Ouais. Et le fait que ce soit Youssoupha qui l'écrive et Kemler, sans me connaître en plus, en connaissant que la femme qui voit la télé, en ne voyant que Shine, j'ai été très touchée, en fait, de leur compréhension. Voilà, j'ai pris ça vraiment comme de l'amour. Et puis à Puerto Rico, donc avec VG Dream, et ça, c'est vraiment du reggaeton pour le coup. Effectivement, je suis quelqu'un d'assez solaire quand même, malgré tous ces démons qu'on a tous. Je suis plutôt optimiste et j'aime faire la fête, j'aime m'amuser, j'aime danser, et j'avais envie d'en plus emmener cet album sur scène, donc il fallait aussi des titres qui bougent, quoi. On regarde à quoi ça ressemble Magnéto Serge. Au début c'est le fouet que vous êtes tous pareils. Je t'ai cerné illico sous tes douces caresses. Tu te rends même pas compte que tu fais tout de travers. Tes galères, tes plans foireux, s'il te plaît, faut que t'arrêtes. Je te mets la bague au doigt, on se casse au soleil. Y'aura que toi et moi, t'en fais pas pour l'oseille. Jamais je te ferai du mal, bébé, je t'aime trop pour ça. Je te couvrirai d'amour et tire-toi de là. Quand j'ai vu des dingueries dans ta story. Ouais, c'est ça, et mon cul, c'est ta copine. Tu l'embrasses comme dans sa story. Il veut m'emmener à Puerto Rico. Il sait pas que j'ai changé de pico. Pour lui c'est la fin des haricots. Je vais disparaître dans le noir. Pas mal. Ça, vous n'êtes pas à l'abri que ça soit un tube de l'été. Mais on croise les doigts, Thierry, j'espère. Ça fait penser un peu aux vacances, un peu Mais c'est le but. Il faudra Ah, c'est apprendre la le but. Corée et la refaire au camping. Ouais. En tous les cas, vous avez pris des risques. Hein.
Je pense que c'est un premier album dans le sens où c'est la première fois que je collabore avec des artistes, que je fais des featuring que je ne connais pas. C'est jusque-là, vous travaillez avec votre bande, Ouais. vous étiez enfermé dans le studio, en éteignant confortable. la lumière quand vous chantiez, et tout ça, hein, c'est vrai. Ça. Et là, d'un seul coup, vous êtes sorti de votre zone de confort, des gens que vous avez découverts pour la fabrication de ce disque. Absolument. Et ça m'a bouleversée au départ parce que j'étais, encore une fois, cette réserve et cette timidité, malgré tout, qui était encore très prenante. Il a fallu que je casse un peu tout ça et que je me fasse un peu violence. Question timidité, vous allez mieux, là. Ça va mieux, bien sûr, mais je crois que... Je le vois, moi, parce que chaque fois qu'on se rencontre, ça va mieux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez déclaré, Chaim, certains vont chez le psy, moi je fais de la musique. Alors on va faire le point sur votre état psychique. On va faire une interview psy. Est-ce que vous êtes mytho? Oui, comme tout le monde. Mais pas beaucoup. Est-ce que vous êtes mégalo? Non, pas tellement. Vous êtes parano? Non. C'est pas bien d'être parano. Hein. Là, C'est pour moi que tu as dit ça? En même temps, tu sais quoi? Les paranos aussi ont des ennemis. Est-ce que vous êtes schizo? Non, c'est pas de la schizophrénie à l'état pur, mais... Il y a quand même Tamara et Chaim, quand même. C'est une forme de schizophrénie, quand même. Non, mais je suis plusieurs femmes, et effectivement, j'ai eu besoin de ce personnage de Chaim un peu poussé à l'extrême, pour avoir le courage d'exister, de monter sur scène et d'être exubérante, et de m'éloigner de la nana que j'étais dans la vie de tous les jours. Mais après, c'est pas de la schizophrénie complète, c'est peut-être un dédoublement de personnalité un léger. peu quand même, Hystéro. Ah, je peux. Ah ouais. Ouais, jeune, je l'étais fortement, c'était terrible, ouais. Ça se traduisait comment? Vous voulez pas voir ça? Non, c'était... Elle vomissait du verre et sa tête tournait à 360 Non, c'était physique, c'était surtout dans mes relations amoureuses. Maintenant, non, mais quand j'étais jeune, j'étais assez incontrôlable. Ouais. Vous avez vu que je vous parle pas du joueur de tennis, là? Merci, c'était presque bien. J'en parle pas. J'en ai eu marre à un moment... Je me dis, c'est chiant. Nympho, vous êtes nympho? Un peu comme... Enfin, normal, non? Comme tout le monde. Vous êtes maso? Oui, mais... Vous aimez bien qu'on vous fasse mal? J'aime bien me faire mal, moi. Un masochisme qui est auto-centré. Auto-maso, ce n'est pas le crocodile sur les tétons. Je démarre avec la batterie. Non, justement, c'est plus mental, enfin psychologiquement que physiquement. Vous êtes homo? Je suis curieuse. Mais pas... Mais j'adore les hommes. Ouais, voilà. Donc je ne suis vous préférez pas... les hommes à choisir. Oui. Sur une île déserte, vous partez avec un mec. Ouais. Est-ce que vous êtes exhibo? Non. Ah, on va revoir les photos. J'avoue. Non, mais exhibe sur Instagram, c'est pas pareil. Je vous demande pas si vous êtes damso. Mais pourtant, je suis damso parce que je trouve qu'il a un talent fou. Ah, vous êtes damso, mais bon. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça dommage qu'il me cible sur cette punchline, mais il a un talent fou, ouais. Vous êtes chamallow? Non. Vous n'êtes pas... Plutôt l'inverse, même. Ah ouais, les mecs chamallows, c'est... Non, j'aime bien, au contraire, j'ai beaucoup de caractère, donc en face, il faut qu'il y en ait aussi. Est-ce que vous êtes géronto? Qu'est-ce que c'est tous ces mots, Thierry, géronto, c'est les filles qui aiment les vieux. Par exemple, comme l'épouse de je connais Candice, que j'adore, qui est une délicieuse femme, et je l'embrasse et nous regarde. J'aime bien tout, mais ça me dérange pas, la différence d'âge. Moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin qu'on me tienne. Voilà, alors d'accord, alors vous êtes géronto, si c'est ça. Ok. Donc, j'aimerais bien être avec un mec qui a des réductions dans le train, par exemple. Ça dépend du coup on va, en fait, c'est pour ça. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bien et vous, Charlisson? Jingle. Est-ce que je peux venir au concert? Je sens qu'il y a un bon début quand même. Il veut jouer, il veut jouer. Allez, sur les instruments, hop, je vous prête. Ah, cassette au moins. Allez. Ah oui, il y a de tout, il y a de tout.
Allez Thierry, une fois n'est pas coutume, je commence par mon pays avec cette information qui vient de Belgique. Voici donc les poutres que l'entreprise belge va vous apporter en France pour consolider Notre-Dame de Paris. Et sans vouloir me vanter, je peux vous dire que les poutres belges, c'est du solide. Alors, oui, c'est élégant. Tant qu'on est... Oui, c'était ça. Tant qu'on est chez moi, automobile, quand les Belges luttent contre la pollution en taxant les véhicules propres mais français. On fait ce qu'on veut, c'est une juste vengeance puisque vous nous avez taxé la dernière Coupe du Monde de football. Ça passe pas, ça. Ça passe pas, c'est le somme. Grosse somme. En revanche, il y a une compétition, à mon avis, vous n'allez pas la gagner parce qu'on l'organise nous, la Belgique, à l'initiative du premier festival de la Coupe Mulet en Europe. Là, bon, on a un gros favori qui vient de chez nous, c'est évidemment Jean-Claude Van Damme. Il était beau. Il était beau. En France, il y a du candidat aussi, bien sûr, Christophe Castaner, hein, qu'on attend vraiment à une belle place. Et quelques challengers, comme ce jeune Apollon. Voilà, assez bon sur sa Coupe Mulet. Oui, et encore un outsider, évidemment, qu'on attend avec impatience, c'est lui. Ouais. Retirez-moi Photoshop. Bienvenue dans le chapitre Belgique avec cette dernière information. À Bruxelles, le pipi du Manneken Pis sera enfin recyclé. Manneken Pis qui a ses fans, notamment en France, avec le cardinal Barbarin. Mais prêtres aussi, ils veulent tous des bénitiers du même modèle. Passons à la France. Près de 700 000 conducteurs roulent sans permis de conduire. Et encore, c'est encore plus dangereux parce que parmi ces gens, il y a des femmes. Mais je l'ai fait exprès. Je suis... non, c'est nul. Je sais, je vais me rattraper avec un article voilà, qui va mettre en valeur justement les femmes et la conduite cette année. Enfin, un équipage 100% féminin prendra le départ des 24 heures du Mans de moto. Moto. Ah bah. 24 heures, ce sera plus les 17h30, le temps qu'elle se prépare, qu'elle se maquille, qu'elle s'habille. Mais voilà. Et on va passer au Chirac. Au Chirac, alors ça c'est un peu l'info de la semaine, elle a parlé, Claude Chirac, la fille, et elle dit en fait, elle se tapait le travail et il en récoltait les fruits. Alors aujourd'hui ça a bien changé, hein. Autant c'était Jacques qui récoltait les fruits, autant maintenant c'est Bernadette qui a récolté le légume. Ouais, c'est là. Moi, je suis belge, je me rends pas compte. Politique internationale, d'un légume à l'autre. Algérie, Bouteflika démissionne. Voilà. Pour la première fois en 20 ans, l'Algérie s'est réveillée sans Bouteflika à sa tête. Et comme tous les jours depuis 20 ans, Bouteflika ne s'est pas réveillé. Passons aux États-Unis. Elle est noire, homosexuelle, mère de famille. Lori Lightfoot est la nouvelle maire de Chicago. Eh bien, je peux clairement vous l'annoncer, il n'y aura pas de jumelage entre Chicago et Béziers cette année. Pologne, des prêtres brûlent des livres, des sagas Harry Potter et Twilight. Alors, je ne comprends pas cette haine contre Harry Potter. Un jeune qui joue avec sa baguette magique, ça devrait plaire aux prêtres. Allez, j'ai une petite page médecine pour vous, Michel. On commence, voilà, contraception. Une pilule masculine donne des premiers résultats encourageants et c'est vrai, ça a l'air plutôt efficace. Depuis l'invention de la pilule, aucun homme n'est tombé enceinte. C'est quand même ainsi. Ouais, c'est vrai. Incontestable. Autre expérience, on a appris l'existence cette semaine, la NASA recherche des volontaires pour 16 500 €. Restez allongés 2 mois. Réaction sur Twitter, évidemment, de Michael Schumacher. Épargnez-vous les 16 500 balles. Si vous voulez, je fais ça depuis des années gratuitement. Autre info. Une femme accuse son dentiste d'avoir introduit son sexe dans sa bouche pendant une consultation. Heureusement qu'elle n'avait pas rendez-vous chez le proctologue. Oui. Je l'ai fait rapidement parce que je sentais qu'elle pouvait venir de là, celle-là. Puis j'aurais même pu la compléter. Mais voilà. Sans transition, justement, les sondes vaginales et rectales seront désormais désinfectées après chaque utilisation. C'est l'info. C'est vrai. Toutes nos pensées vont aux gens qui ont dû passer un examen vaginal ou rectal avant cette décision. Et on termine cette partie raffinée par une décision de la justice australienne. Apparemment, péter sur ses collègues n'est pas du harcèlement. Oui, apparemment, c'est une décision du juge de paix, évidemment. Ben oui. C'est là. C'est là, elle est brillante. Elle est bien, oui. Vous savez pourquoi on le fait? Parce qu'on dit toujours « paix retenue, furon clocu ».
On va faire un truc ensemble, Michel, c'est pas possible. Conso, Auchan reconnaît avoir vendu des sacs bananes avec une croix gammée en Pologne. C'est terrible, c'est choquant. Enfin, qu'en 2019, on vend encore des sacs bananes. People. Divorce au bout de 4 jours. Nicolas Cage s'est marié sur un coup de tête car il était trop saoul. Faudra quand même penser à vérifier que Christophe Castaner n'a pas passé la bague au doigt de Clara l'autre soir. Et après, Nicolas Cage, en fait, j'ai l'impression que... certes, il s'est marié parce qu'il était ivre, mais je pense que son styliste a également profité de son état pour se foutre de sa gueule à quelques occasions. Mode, justement, Emma Coronel, la femme d'El Chapeau, crée une ligne de vêtements. Ça doit lui faire tout bizarre de créer une ligne qu'on peut pas sniffer. Mais je pense que ça va être une chouette ligne. Il y aura de tout, d'El Chapeau melon, des chapeaux de forme, des chapeaux de cowboy. Bon, il y a les enfants aussi. Allez, les brèves. Vannes. Elle devait s'occuper d'un cochon sauvé par une association. Elle en fait du pâté. Pourvu qu'elle devienne jamais famille d'accueil. En Normandie, surpris en train d'abuser d'un mouton. Il est condamné à 300 €. Voilà quelqu'un qui n'avait pas compris le principe du jeu saute-mouton. Il faut sauter au-dessus, pas dedans, évidemment. Un malentendu sur une histoire de petite bite finit en bagarre générale. Alors, vous pensez qu'il y a une faute d'orthographe? Eh bien, non. Évidemment, ça vous arriverait pas, mais en fait, c'est vraiment arrivé. C'est une voiture qui n'arrivait pas à sortir de la place de parking et les gens ont voulu l'aider. Et le gars a dit, mais c'est à cause de la petite bite. Donc, ils l'ont pris pour eux à cause de l'alcool et ils ont pété la gueule. Véridique. Véridique. Ça l'a valu un tweet de Christian Quesada qui nous dit, moi aussi, tout le monde m'emmerde pour une histoire de petite bite. Allez, l'artiste de la semaine. Chaque semaine, je propose une visite. Et comme Lara est là, je l'emmène à Bruxelles, je la réemmène à Bruxelles. Un artiste belge, je ne sais pas si vous le connaissez, Pascal Bernier. Il est né en 1960 et son œuvre relève à la fois de la nature morte, de l'art mortuaire et de la taxidermie. Alors évidemment, faites bien la différence entre un taxidermiste et un zoophile. Taxidermiste, il prend un animal, il le bourre de paille. Le zoophile, il prend un animal, il le bourre. Voilà. Et il l'a fait avec plein d'animaux. C'est assez marrant. Voilà, ici, on a un groupe d'animaux qui revient sans doute d'une manif gilet jaune. Et quelques autres exemples, c'est assez mignon. Tout le monde se rappelle de Bibi Phoque, et c'est Bobo Phoque, celui-ci. Oui, des enfants qui regardent, je fais tant de petites blagues. Autre animal, voilà, Bambidi. C'est un mélange entre Bambi et Lady Di. Très bien. Puis il y a le côté Pampan qui est assez amusant. Voilà, c'est un lapin qui a pris un coup, le fameux coup du lapin. Oui, il y a plein de blagues pour les enfants. Autre animal, le poussin, voilà, qui se débrouille comme il peut depuis qu'on a annulé la vente de hijab chez Decathlon. Et ici, l'artiste avec une de ses créations. Apparemment, il a pris l'expression « balance ton porc au pied de la lettre » et le porc se remet. Et aussi peut-être le plus mignon, c'est le petit écureuil qui a découvert à son insu qu'une noisette, c'est beaucoup plus facile à réceptionner au pied d'un arbre qu'une noix de coco. Et plus surprenant, une œuvre qui pourrait s'intituler « Accident de travail » pour Rocco Siffredi. C'est cadeau, c'est pour Crac Crac, vous pouvez la ramener. Oui. Il n'y a pas que des animaux plâtrés. Il n'y a pas que des animaux plâtrés, évidemment. Il y a voilà. Alors, l'artiste lui-même, Pascal Bernier, l'a baptisé perversion bipolaire. C'est amusant. Ou le cauchemar de Marine Le Pen, un brun qui encule un blanc. Alors, il n'y a pas que des animaux dans l'œuvre de Bernier, mais il y a une passion pour la mort qui suit toute son œuvre. Prenez ça. Il a la pêche pour 93 ans, Valéry Giscard d'Estaing. Très intéressante aussi cette œuvre parce qu'on découvre enfin ce qui se cache dans le cerveau du créateur de Dizigual. C'est là, c'est pour Jean-Paul. C'est pour Jean-Paul, c'est là. Où ici, enfin, on a retrouvé les 2 premiers candidats de Fort Boyard restés coincés dans une épreuve pas évidente à l'époque. Alors que je vous dis qu'il est angoissé par la mort, il y a une installation sympa qui s'appelle Funeral Tech. Dans chacune des petites sépultures repose un appareil mobile, un smartphone. Si on va de plus près, on regarde la dernière merveille d'Apple, l'iTomb, une tombe connectée, sans doute qui calcule le nombre d'asticots, les cercueils voisins. Et il n'y a pas que la technologie, regardez ici comme elle est mignonne, la future tombe de Patrick Sébastien, parce que qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Bravo. Terminons par un dessin de Pascal Bernier qui prouve que c'est un vrai artiste contemporain puisqu'il n'est pas contre l'idée d'enculer des mouches. Allez donc le voir à l'atelier 34 à Bruxelles. Bravo Miso. Bravo.
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.